L'histoire a commencé il y a 249 ans dans un pays paisible et stable. Par une journée ordinaire, les gens semblent occupés par leur vie habituelle, errant dans les marchés et parlant, inconscients du danger imminent à l'horizon. Soudain, un énorme portail est apparu dans le ciel, annonçant le début d'un grand désastre alors que des créatures effrayantes d'un autre monde en descendaient. Ces créatures, qui seront plus tard appelés démons, ont immédiatement commencé une attaque brutale contre les humains. Après leur descente, les démons ont ouvertement déclaré leur invasion de l'humanité et ont commencé à semer la destruction. Et c'est à partir de là que commença la véritable invasion de l'humanité par les démons. Face à cette situation dangereuse, l'Alliance orthodoxe a formé un groupe de guerriers appelé le Corps orthodoxe d'extermination des démons célestes, et ils ont annoncé qu'ils affronteraient ces envahisseurs. Mais après seulement 3 jours, ils se sont affrontés à la légion démoniaque à Anhui et ont été tragiquement vaincus. 1 an plus tard, la moitié de la population des plaines centrales avait été tuée, et les guerriers des factions orthodoxes et non orthodoxes ont essayé de travailler ensemble une dernière fois, formant un dernier front de résistance au Sichuan. Cette bataille finale a duré plus d'un demi-mois de combats continus. Malgré leurs efforts, 90% de l'armée de résistance ont été tués, et l'armée des plaines centrales a été complètement anéantie. Quant aux rares survivants, ils sont devenus des esclaves et ont été cruellement entraînés dans le monde des démons. Le protagoniste de l'histoire lui-même était l'un de ces captifs qui ont été entraînés dans ce monde terrifiant. Après 5 ans de captivité, de torture et d'expériences horribles, il a été classé comme un type rare en raison de son incapacité à utiliser l'énergie interne depuis sa naissance. Il a donc été soumis à des expériences cruelles et transformé en une arme vivante. En conséquence, il est devenu une partie de l'armée de subjugation du monde des démons après avoir subi un lavage de cerveau intensif. Des décennies plus tard, il a envahi d'autres dimensions et participé à des massacres sanglants, tuant de nombreuses personnes innocentes. Il a continué à tuer sans relâche dans une vie sanglante pleine de massacres et de carnage. 75 ans après avoir été transformé en guerrier esclave, ses contributions brutales ont été reconnues, et il est devenu un commandant prestigieux parmi les démons. 120 ans après sa promotion au rang de commandant, il est devenu un guerrier redoutable et vénéré. Mais à ce moment-là, il a découvert un grand secret qui a tout changé. Il a ensuite passé 50 ans de recherche continue sur les conditions et les méthodes qui lui permettraient de révéler ce mystérieux secret. Après encore 65 ans, la grande rébellion qu'il avait méticuleusement planifiée contre les démons a commencé. Une semaine après le début de la rébellion, les événements ont atteint le moment présent, mais la défaite était évidente sur les champs de bataille sanglants. Lors d'une confrontation acharnée avec le roi démon lui-même, il a été confirmé que sa rébellion avait tragiquement échoué. Le roi démon, Taran, a exprimé sa profonde déception envers le protagoniste, Shwetz, pour sa rébellion malgré toutes ses contributions précédentes en tant que commandant. Le roi s'est ensuite adressé à lui directement et de manière insultante en utilisant son ancien nom, Shwetz von Grintel, ce qui a incité Shwetz à répondre avec violence et amertume, rejetant avec véhémence le nom qu'il détestait tant. Et puis Shwetz a annoncé son vrai nom, qu'il a prononcé avec un cri de défi, « Mon nom est Sapé Gang ». Le roi démon Taran a parlé en exprimant sa grande confusion envers les humains, expliquant qu'il observait Sapé Gang depuis longtemps alors que ses capacités et ses talents étaient faibles. Il possédait une étrange obsession pour la survie quelles que soient les circonstances, que le roi considérait comme sa seule source de force. Le roi démon se demandait pourquoi Sapé Gang agissait si imprudemment après toutes ces années, ce à quoi Sapé Gang a répondu qu'il devait le faire pour vivre le combat par lui-même au moins une fois. Il a expliqué que cela était nécessaire pour assurer la victoire lors de la prochaine confrontation car il avait besoin de connaître ses véritables capacités contre lui. Le roi démon a trouvé cette pensée intéressante, mais l'a également décrite comme naïve et stupide. Le roi lui a ensuite dit qu'aujourd'hui serait la fin de sa vie, et qu'il ne lui donnerait pas une seconde chance. Mais Sapé Gang a refusé d'être tué par le roi démon, affirmant avec une forte détermination qu'il ne le permettrait pas. Malgré les graves blessures qu'il avait reçues, Sapé Gang a crié de toutes ses forces, et dans un moment soudain, il a utilisé un pouvoir surhumain. Cela a provoqué une lumière extraordinaire qui a percé l'endroit. Alors le roi démon a réalisé ce qui se passait et a dit avec étonnement, surpris par la technique utilisée par Sapé Gang, qui était le retour du temps, disant que c'était l'autorité de Nozeron, l'ancien maître du mal. Il a ensuite ajouté qu'il comprenait maintenant tout. Le roi a continué en disant que toute la douleur et la défaite que Sapé Gang a endurée pendant 120 ans n'étaient que pour ce moment. Avec une colère accablante et un grand défi, Sapé Gang a crié au visage du roi démon, le menaçant, et lui a dit d'attendre la prochaine fois où il les combattrait tous, et aucun d'eux ne survivrait cette fois. Malgré cela, le roi démon n'a montré qu'un sourire sarcastique et a affirmé qu'il attendait avec impatience ce défi, reconnaissant Sapé Gang pour la première fois comme le seul humain qu'il respectait, puis tout a disparu dans une explosion massive. Dans une autre scène, les événements sont revenus au Murom des plaines centrales, plus précisément 10 ans avant l'invasion des démons. L'endroit semblait paisible à l'Académie d'arts martiaux du printemps du dragon de l'Alliance orthodoxe. Certains travailleurs ont parlé de l'étrange éclair qui a frappé le toit du terrain d'entraînement avec une force suffisante pour le détruire. L'un des travailleurs a mentionné avec soulagement que la seule personne blessée dans cet incident était cet échec.
Il est alors devenu clair que l'échec en question était Sapegang, l'instructeur d'arts martiaux qui ne pouvait pas utiliser l'énergie interne. Bien que sa blessure ne soit pas grave, quelqu'un a exprimé sarcastiquement son souhait qu'il ait été gravement blessé car ce jour même était la date de son exécution publique. Après cela, la cérémonie d'exécution a commencé d'une manière spéciale. Alors qu'un officiel annonçait le début du duel formel pour le poste d'instructeur de lance adjoint à l'Académie du Printemps du Dragon. Le duel a commencé à l'Académie du Printemps du Dragon entre l'actuel instructeur de lance adjoint, Sapegang, et son challenger, Meng Sondeok, qui est connu sous le titre de lance divine invincible dans le but de vérifier l'admissibilité de Sapegang au poste d'instructeur adjoint. Meng Sondeok se tenait souriant avec confiance en attendant le début du duel, déclarant qu'il pensait que Sapegang éviterait la confrontation sous prétexte de blessure, surtout après avoir entendu parler de l'incident où il avait été frappé par la foudre. Malgré cela, Sapegang se tenait fermement sans montrer aucune faiblesse ou anxiété, ce qui a dérouté Meng Sapegang. Le duel a été officiellement annoncé comme ayant commencé avec un avertissement que les deux doivent se battre honorablement comme de vrais guerriers. Initialement, Meng Sondeok a exprimé sa surprise face à la performance de Sapegang, disant qu'il semblait meilleur qu'il ne l'avait prévu. Mein s'est de nouveau moqué de l'incident de la foudre, accusant Sapegang d'avoir peut-être fabriqué cette excuse pour éviter de l'affronter. Mais il a finalement décidé de mettre fin rapidement à la bataille par respect pour son courage. Sapegang a suggéré que Sapegang devrait se rendre dans un avenir lointain, le sous-estimant complètement. Sapegang a commencé à se souvenir du passé et de la façon dont il a souffert du mépris de tous parce qu'il était instructeur dans une académie d'arts martiaux sans la capacité d'utiliser l'énergie interne. Il s'est souvenu de la défaite humiliante qu'il avait précédemment subie lors d'un duel public, de la façon dont il avait perdu son poste d'instructeur et avait été forcé de faire des travaux dégradants et méprisables, ce qui lui a fait vivre des jours extrêmement difficiles. Tout cela a fait que Sapegang se prépare pour ce moment précis, qu'il attendait avec impatience. Mein Sondeok s'est senti agacé par les mots de Sapegang car il ne les comprenait pas, et il a demandé avec colère quel était ce non-sens qu'il racontait. Alors que Sapegang souriait avec défi et déclarait qu'il avait attendu longtemps ce moment pour l'affronter. La colère de Mein Sondeok a grandi à cause de l'arrogance dont ça a fait preuve, et il a dit qu'il avait l'intention de lui accorder une certaine fierté par respect pour le fait d'être un instructeur. Mein Sondeok a commencé à utiliser l'art de la lance du démon taureau avec une grande force alors qu'il déclarait avec colère qu'il était temps de faire taire à jamais l'arrogance. Ses yeux semblaient briller de colère. Alors qu'il lançait une attaque massive en utilisant la première forme de charge du taureau sauvage, Sapegang a été surpris lorsqu'il n'a ressenti aucun impact de son attaque sur sa lance, ce qui a augmenté sa confusion. Sapegang a répondu en se moquant que son attaque avait l'air bien, mais qu'elle devait d'abord atteindre sa cible pour avoir un sens. Sondeok a essayé d'attaquer à nouveau Sapegang avec une grande force et une colère intense, mais ce dernier a réussi à l'esquiver avec une facilité surprenante. Sondeok était stupéfait, se demandant comment Sapegang avait réussi à esquiver son attaque si simplement. Même s'il avait entendu dire qu'il était extrêmement faible, Sondeok a refusé de croire ce qui s'était passé et a considéré que ce n'était qu'une question de chance de la part de Sapegang. Sondeok a lancé une autre attaque plus féroce qu'avant, sautant dans les airs avec force tout en criant de colère. Au comble de sa rage, il a annoncé son utilisation de la quatrième forme de la lance du démon taureau, et il a déclenché son attaque finale avec une immense puissance en criant à plein poumon, souhaitant la mort à Sapé alors que le duel s'intensifiait. Sapegang est apparu extrêmement concentré et calme alors qu'il se préparait à bloquer l'attaque de son adversaire, Mein Sondeok. Il a commencé à exécuter des mouvements gracieux et rapides avec sa lance, formant une solide barrière défensive. Après cela, il a pris une position de combat avec une grande confiance, prêt pour la confrontation. Mein Sondeok a ri avec un fort sarcasme, affirmant l'impossibilité de ses humbles techniques de lance de résister à sa puissante attaque. À ce moment-là, Sapegang a surpris tout le monde en utilisant une technique très étrange et étonnante qu'il a appelée boule de feu, qu'il a créée avec sa main et lancée vers son adversaire. Le choc est apparu sur le visage de Sondeok. Il ne pouvait pas comprendre ce que Sapegang a dit et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La boule de feu a explosé avec une immense force, renversant Meng Sondeok au milieu de l'étonnement de tous. Les spectateurs ont regardé dans un état de choc et d'horreur ce qu'ils venaient de voir. Sondeok a commencé à rouler sur le sol en essayant d'éteindre le feu qui s'était allumé sur son corps, criant de terreur. Le duel a été immédiatement déclaré terminé après que la supériorité de Sapegang ait été prouvée d'une manière décisive et choquante pour tous. Il a été officiellement déclaré vainqueur du duel et instructeur adjoint. La mémoire de Sapegang est revenue au passé où il a été capturé vivant par les démons. Il s'est souvenu de la façon dont il a été traîné dans le monde des démons et de la façon dont il a lutté pour y survivre pendant de longs siècles. Pendant ce temps, il a réalisé quelque chose de très important, à savoir que l'utilisation de techniques de combat comme le Hit-Yang et la magie de haut niveau n'est pas si différente des arts martiaux traditionnels. Dans le présent, le corps de son adversaire gisait sur le sol, brûlé et souffrant terriblement. Avec un léger sarcasme, Sapegang a fait signe au personnel de retirer son adversaire de l'arène, commentant la qualité du duel. Les participants,
les étudiants et les spectateurs ont commencé à discuter de ce qui s'était passé, se demandant si la technique utilisée par Sapegang était vraiment un art martial. Les officiels ont également exprimé leur mécontentement et leur extrême confusion, se demandant comment Sapegang pouvait faire une telle chose étant donné que ce qui s'était passé était un non-sens et illogique. Malgré l'étonnement de tous et la colère de certains, un officiel s'est approché de Sapegang pour le féliciter de sa victoire. Mais il a exprimé sa confusion et lui a demandé comment il avait utilisé l'énergie interne malgré leur connaissance de son incapacité à le faire. Sapegang a répondu avec un sourire calme que ce qui s'était passé n'était qu'un coup de chance. Sapegang a expliqué la question avec sarcasme, disant qu'il y a quelques jours, il avait trouvé une herbe étrange en errant. Et après l'avoir mangée, il s'est soudainement retrouvé capable d'utiliser d'énormes quantités d'énergie interne. Cette explication sarcastique a conduit à un vif mécontentement de la part des officiels qui ont considéré ces paroles comme dédaigneuses et irrespectueuses. Alors que la colère et le ressentiment des officiels continuaient, Sapegang a dit froidement qu'il était de leur droit de croire ces paroles ou de les rejeter, et il s'est demandé si cela importait vraiment. Puis il a affirmé qu'il n'avait pas triché lors du duel. C'était une compétition pour le poste d'instructeur de lance adjoint, et il n'y avait aucune règle l'empêchant d'utiliser des techniques autres que la lance. Sapegang a exprimé sa surprise d'être soumis à cette enquête et à ce doute malgré sa victoire juste et claire dans le duel. À ce moment-là, un fonctionnaire en colère a tenté de lui répondre, mais un autre fonctionnaire est intervenu, essayant de désamorcer la situation, disant à son collègue en colère qu'il devait se calmer. En fin de compte, les fonctionnaires ont calmement et officiellement reconnu la victoire de Sa dans ce duel, confirmant leur reconnaissance du résultat de la bataille malgré leur étonnement face à ce qui s'était passé. Une fois le duel terminé et Sa déclaré vainqueur, un fonctionnaire était sur le point de parler pour donner les instructions suivantes, mais Sapegang l'a rapidement interrompu, expliquant à tout le monde que tant que tous les fonctionnaires étaient présents, il avait une requête importante. Il a planté sa lance dans le sol, puis a officiellement demandé à être autorisé à passer un test pour être promu d'instructeur adjoint à instructeur officiel. Après cela, Sapegang a été vu en train de marcher à l'intérieur de l'académie au milieu de l'étonnement des étudiants et autres assistants qui ont commencé à chuchoter à son sujet avec curiosité, le désignant comme la personne qui avait remporté le duel. Sapegang s'est tourné vers les étudiants qui parlaient de lui avec un regard confiant sans montrer aucune irritation. Une vue générale de l'académie Dragon Spring est apparue, qui est l'une des institutions d'entraînement aux arts martiaux établies par l'Alliance orthodoxe dans le but de former des combattants qui deviendraient plus tard les principaux piliers de l'Alliance. L'académie précise qu'elle accepte des étudiants de familles et de sexes bien connus, et la formation est assurée par des instructeurs professionnels qui sont divisés en assistants et instructeurs officiels. La tâche de l'assistant est principalement d'aider les instructeurs officiels à enseigner aux jeunes étudiants. Sapegang est entré dans une pièce de l'académie pour faire face à une personne qui l'attendait et lui a demandé avec un intérêt manifeste ce qui lui était arrivé et comment il était soudainement capable d'utiliser l'énergie interne. Il s'est avéré que cette personne était Jin Baek, le chef du pavillon de récupération du corps de l'académie, qui était un médecin responsable du traitement des malades, pas un instructeur. Sapegang a répété ce qu'il avait dit auparavant, que ce n'était qu'un coup de chance, ce qui a beaucoup irrité Jin Baek, qui lui a rappelé qu'il l'avait soigné pendant longtemps et avait fait d'énormes efforts pour essayer de résoudre son problème avec l'énergie interne, et il a considéré cette explication comme une insulte à son égard. Jin Baek ressentait de l'amertume et du chagrin et se demandait tristement l'intérêt de tous ses efforts si c'était si simple. Jin Baek est apparu complètement dévasté et a exprimé sa profonde honte de faire face à Sapegang, s'excusant profondément pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il était bien conscient de la façon dont Sapegang avait souffert de haine à cause de ce problème. À ce moment, il était clair que Sapegang était ému par les paroles de Jin Baek, admettant en lui-même que cet homme n'avait jamais changé et qu'il était comme un vrai père pour lui. Sa mémoire est remontée 542 ans en arrière, à l'époque où Jin Baek l'avait sauvé enfant d'un incendie déclenché par une attaque de bandits. Et il s'est aussi souvenu que Jin Baek lui-même était mort ce jour-là en sauvant d'autres personnes. Mais Sapegang a décidé que cette fois serait différente, et il a fermement saisi la main de Jin Baek, lui assurant qu'il veillerait à ce qu'il reste en vie et lui a demandé de ne pas s'en prendre à lui-même ni de s'inquiéter pour lui. Jin Baek a semblé surpris par ces mots, mais Sapegang l'a rassuré et lui a demandé de lui faire confiance, confirmant qu'il résoudrait tous les problèmes à partir de maintenant. Après cela, Sapegang est apparu dans sa chambre le soir, regardant le ciel à travers la fenêtre, contemplant. Sapegang a invoqué un pouvoir magique dans sa main, et une lumière bleue brillante est apparue. Il s'est ensuite précisé que lorsqu'il est retourné dans le passé, il a perdu plus de 90% de son ancienne énergie magique, et que le maximum qu'il pouvait faire actuellement est d'utiliser la magie du 4e cercle seulement. Sapegang a exprimé sa déception. Il lui avait fallu des siècles pour atteindre le 8e cercle de magie, mais il a vérifié ses sentiments et a affirmé qu'il devait être reconnaissant de posséder encore son énergie magique actuelle. Avec des yeux déterminés et une intense résolution, il s'est assuré qu'il était bien revenu de cet enfer dans lequel il avait vécu auparavant. Il a rappelé des souvenirs de son retour d'une sombre chronologie décrivant ce monde comme un véritable enfer. Sapegang a expliqué que l'histoire a été inversée,
et que les démons du monde de Jeanne Marim n'ont pas encore commencé leur invasion, mais il a fermement affirmé que le mot encore est la clé. Il a souligné que dans 10 ans, l'invasion recommencera, et Jeanne Marim s'effondrera une fois de plus. Mais cette fois, Sapégan a affirmé que les choses seraient complètement différentes parce qu'il conserve des souvenirs totalisant 300 ans d'expérience et de connaissances. Il dispose d'informations précises sur le type de magie utilisée par l'armée des démons ainsi que sur les outils et les armes qu'ils ont préparés pour l'invasion. Et surtout, il sait exactement comment éliminer le roi démon lui-même. Pendant ce temps, le chef de pavillon Jinbaek a frappé à la porte de Sapégan et a demandé s'il était dans la pièce. Sapégan a confirmé qu'il était là et a demandé ce qu'il voulait. Jinbaek lui a dit que le vice-directeur de l'académie, Chon Sim-yong, le cherchait. Sapégan a été surpris que le vice-directeur ait envoyé ce message par l'intermédiaire de Jinbaek, mais Jinbaek a affirmé qu'il ne se souciait pas beaucoup de cela. Et ce qui l'inquiétait le plus, c'était son inquiétude pour Sapégan lui-même. Jinbaek a prédit que la demande de Chaeyeon Sim-yong serait liée au test de promotion que Sapégan avait demandé, et il lui a conseillé d'être prudent. Il a ajouté que le test serait certainement difficile, d'autant plus que Meng Son-daeok, qui a perdu contre sa gang, était la personne que Chon Sim-young avait recommandée, et il était clair qu'il lui en voulait beaucoup. Après cela, Jinbaek s'est interrogé sur le désir soudain de Sapégan de devenir instructeur officiel, ce à quoi Sapégan a répondu avec un sourire confiant que c'était la première étape vers la réforme de cette académie. Sapégan a rappelé un souvenir du passé où l'académie Dragon Spring était autrefois célèbre et considérée comme l'une des 3 meilleures académies orthodoxes d'arts martiaux. Mais il y a 2 ans, le directeur de l'académie, qui était parmi les 10 meilleurs maîtres d'arts martiaux, a soudainement disparu sans laisser de traces. L'académie l'a cherché pendant 2 années entières en vain, et il était extrêmement difficile de trouver un remplaçant du même calibre, ce qui a conduit à un déclin significatif de la réputation de l'académie. Ça s'est dirigé vers la salle de réunion et a ouvert sa porte, se préparant à affronter le vice-directeur. Chaon Sim-yong, le vice-directeur et chef de l'enseignement des techniques d'épée, a commencé la réunion en demandant si Sapégan était sérieux au sujet de sa demande de promotion. Intérieurement, Sapégan a décrit Chon Sim-yong comme la principale raison de la détérioration et de la chute de l'académie Dragon Spring. Malgré cela, il a souri et a répondu avec un respect apparent, confirmant qu'il était, bien sûr, tout à fait sérieux dans sa demande, s'adressant à lui sous le titre de vice-directeur. Sapégan a ouvert la porte de la pièce se préparant à la réunion qu'il attendait. Il est entré dans la pièce où le vice-directeur de l'académie, Chaeyeon Sim-yong, l'attendait avec un instructeur principal. Chaon a commencé la conversation en confirmant la demande de promotion que Sapégan avait soumise. Chaon Sim-yong lui a demandé avec un sérieux extrême s'il était vraiment sérieux au sujet de la demande de promotion qu'il avait soumise. Sapégan a regardé le vice-directeur avec un regard profond et déterminé. Sa mémoire est soudainement revenue au jour de l'invasion des démons lorsque l'académie a été engloutie par les flammes. À ce moment-là, il se souvint de son propre état misérable au milieu de la destruction et du chaos. Sapégan s'est souvenu de la façon dont d'énormes failles sont apparues partout d'où ont émergé des monstres que personne n'avait jamais vus auparavant, et ces monstres ont commencé à tuer des gens sans pitié. C'est à ce moment-là que l'invasion catastrophique, qui a été nommée la race des démons, a commencé. Il se souvenait également des jeunes étudiants de l'académie Dragon Spring et de la façon dont ils ont été brutalement tués par ces monstres terrifiants. En ce jour choquant, il se souvenait d'un des étudiants appelant à l'aide d'un instructeur, mais les instructeurs s'étaient enfuis, les laissant derrière eux. Sapégan a rappelé comment le vice-directeur Chaon Sim-yong a été le premier à fuir le site de l'invasion. Et s'il n'avait pas fui au début, l'académie aurait pu éviter ce destin terrifiant. Les cris des étudiants qui ont été sacrifiés ce jour-là résonnaient dans son esprit alors qu'il se tenait devant les 2 hommes dans la pièce. Puis Sapégan s'est affirmé que tous ces événements ne s'étaient pas encore produits puisqu'il était maintenant revenu dans le passé. Néanmoins, il s'est assuré qu'il n'oublierait jamais le visage hypocrite et dégoûtant de Chon Sim-yong. Puis il a souri d'un sourire sarcastique et lui a demandé avec une politesse apparente ce qu'il voulait de lui. Chon Sim-yong lui a calmement dit qu'il l'informerait des détails du test et que le test requis pour sa promotion au poste d'instructeur officiel serait de piller le bastion des chevaliers démoniaques. Sapégan a semblé un peu surpris et a demandé des éclaircissements si le vice-directeur voulait parler du groupe de bandits sur la montagne derrière l'académie, et Chon a confirmé qu'il parlait bien d'eux et que le test consistait à les tuer. Il a été précisé que le bastion des chevaliers démoniaques était le quartier général d'un groupe de bandits qui s'était installé sur l'ancienne montagne sacrée près de l'académie, et que ce groupe avait causé des dommages importants à la population locale. Sapégan a pris le papier portant les détails du test, signé par le vice-directeur Chaeyeon Sim-yong, l'a lu attentivement et a dit calmement, « D'accord ». Ensuite, Sapégan s'est demandé ce que ce test avait à voir avec son travail d'instructeur d'arts martiaux, ce à quoi Chaeyeon Sim-yong a répondu avec une colère visible que ce test était considéré comme une exigence fondamentale pour tout instructeur officiel. Puis l'autre instructeur principal, Byung Ryo-young, a affirmé que les instructeurs officiels sont la force principale de l'académie. Les instructeurs principaux de l'académie ont été présentés, tels que Chaon Sim-yong et Byung Ryo-young, ainsi qu'Eun Byeok et San Pei-lj,
expliquant leur grande compétence et leur reconnaissance par l'Alliance orthodoxe en tant que maîtres d'arts martiaux. Byun Ryo-Jung a fièrement affirmé qu'ils avaient tous accompli de grandes actions, telles que l'élimination des chefs d'arts martiaux maléfiques et des bandits. À ce moment-là, Sapegang les a interrompus avec indifférence et a demandé froidement « Combien de temps ai-je » Le vice-directeur Chaeun Sim-Young a répondu avec une clarté totale qu'il avait exactement 2 semaines, et s'il était en retard d'un seul jour, il perdrait sa chance de promotion pour toujours. Ça a souri avec confiance et a répété calmement avec un sourire sarcastique sur son visage. 2 semaines ? Alors qu'il quittait la pièce devant le vice-directeur Chaeun Sim-Young, Sapegang a annoncé qu'il reviendrait dans seulement 3 jours, ignorant ainsi le délai de 2 semaines que le vice-directeur lui avait fixé. Cet acte a mis en colère l'instructeur principal, Byun Ryo-Jung, qui a perdu son sang-froid et a traité Sapegang de petit morveux arrogant, tandis que le vice-directeur semblait perdu dans des pensées silencieuses. L'instructeur Beon a de nouveau exprimé sa colère et a demandé au vice-directeur avec émotion s'il avait vraiment l'intention de promouvoir cette personne arrogante. Mais Chon Sim-Young l'a rassuré avec un sourire malicieux qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et lui a assuré sarcastiquement que le pauvre instructeur adjoint, Gang, ne reviendrait jamais. Pendant ce temps, Sapegang a quitté l'endroit très rapidement en utilisant le sort de hâte, tout en affirmant avec colère à lui-même que Chon Sim-Young n'était qu'un hypocrite et qu'il était pleinement conscient de ce qu'il tramait. Sapegang a commencé à penser au bastion des chevaliers démoniaques et à rappeler ses informations à ce sujet, notant qu'il était apparu à peu près au même moment où l'Alliance de la Forêt de la Rivière Verte a commencé à gagner en renommée et que les informations disponibles à ce sujet étaient très rares. Dans le même temps, l'autre instructeur a été extrêmement choqué par les informations que le vice-directeur révélait sur le chef du bastion, demandant avec étonnement s'il était sérieux dans ce qu'il disait. Le vice-directeur Chaon Sim-Young a confirmé avec un ton sarcastique que le chef du bastion des chevaliers démoniaques était Akagojom, qui est un maître martial extrêmement dangereux et féroce et qu'il est connu comme l'ancien chef d'une secte maléfique appelée la secte fracassante du ciel. Il a expliqué que bien que tout le monde pensait qu'il était mort aux mains de traîtres il y a des années, il a survécu, a traqué tous ceux qui l'avaient trahi et les a tués brutalement, et a été traqué par de nombreuses sectes à cause de sa vengeance sanglante et se cachait dans cette région récemment. L'autre instructeur principal a exprimé son étonnement face aux informations secrètes que le vice-directeur connaissait et lui a demandé avec surprise comment il avait obtenu ces détails, mais le vice-directeur a juste ri et lui a dit que ce n'était pas important maintenant. Chon Sim-Young a continué, disant que bien que ça ait montré une force surprenante lors du duel précédent, cela n'était possible que parce qu'il avait caché ses véritables capacités. Mais il a ajouté que cette mission était un véritable test et pas seulement un duel, et, par conséquent, il était tout à fait confiant que Sapegang n'en reviendrait pas vivant. Pendant ce temps, Sapegang se déplaçait très rapidement vers sa cible, et il a réalisé que si Agogium était aussi fort qu'il s'en souvenait, la magie du 4e cercle qu'il possédait actuellement ne suffirait pas à le vaincre. Mais Sao Pegan a soudain réalisé que la solution était simple, et il a atteint l'endroit prévu avec une extrême rapidité où il a commencé à descendre en utilisant le sort de lévitation. Dès que Sao Pegan a atteint l'entrée de l'endroit cible, il a décidé qu'il augmenterait son énergie magique et élèverait son niveau de magie à un cercle supérieur. Sao Pegan s'est souvenu que ses connaissances et son expérience magiques originales étaient déjà équivalentes au niveau du 8e cercle, et il a utilisé le sort de recherche pour explorer l'endroit à fond. Sapegang a remarqué que de l'extérieur, l'endroit ressemblait à une falaise ordinaire, mais en le touchant, il a découvert qu'il y avait une barrière magique cachée faite d'énergie magique, de mana. Sapegang a souri avec confiance et s'est assuré qu'il avait atteint le bon endroit et que personne n'aurait imaginé l'existence de tels endroits cachés dans les plaines centrales. Sapegang s'est avancé à l'intérieur de l'endroit caché derrière les barrières d'énergie magique mana et a immédiatement remarqué la présence d'une pierre de mana de qualité spéciale rare. Il s'est expliqué que cette pierre est la clé du pouvoir des démons, sur laquelle ils comptent pour restaurer leur énergie lorsqu'ils envahissent différentes dimensions. Sapegang s'est souvenu de la faiblesse de la technique de voyage interdimensionnel utilisée par les démons, où la vitesse de déplacement des êtres vivants et des objets inanimés diffère considérablement, un problème que les démons n'ont pas encore été capables de résoudre. La solution à laquelle les démons ont eu recours a été de planter l'équipement dont ils auraient besoin à l'avenir dans les dimensions qu'ils prévoient d'envahir, y compris ces rares pierres de mana. Sapegang a noté que cette pierre était sans valeur pour les humains des plaines centrales parce qu'ils sont incapables d'utiliser le mana, du moins pour l'instant. Mais dès qu'il a touché la pierre, Sapegang a libéré une énergie immense et puissante. L'endroit a tremblé et le sol s'est fissuré à cause de la puissante explosion d'énergie que Sapegang a libérée. Et puis, le soir de ce jour-là, un groupe d'hommes s'est approché rapidement pour vérifier la source du bruit. Ces hommes semblaient être des disciples du bastion du chevalier démoniaque, et parmi eux se trouvait leur chef, Akgogium. Un de ses disciples demanda prudemment s'il y avait quelque chose d'inhabituel, mais Akgogium se mit en colère, l'accusa de remettre en question ses sens et lui dit de se taire et de chercher à fond, affirmant qu'il avait senti une puissante explosion d'énergie dans la zone. Pendant qu'ils cherchaient, ils ont été surpris par le bruit d'applaudissements venant d'en haut, et il s'est avéré que Sapegang était assis tranquillement sur un rocher élevé, se moquant d'eux, disant qu'il était sûr qu'Akugium était un maître martial de haut niveau.
Akugium se mit en colère et lui demanda d'un ton vif qui il était, ce à quoi Sapegang répondit avec un sourire provocateur qu'il était instructeur à l'Académie de la Source du Dragon. Les disciples commencèrent à se demander avec surprise et inquiétude pourquoi un instructeur de l'Académie de la Source du Dragon était ici dans leur bastion, mais Akugium leur ordonna avec colère de se taire. Akugium demanda à Sapegang si c'était lui qui avait causé l'explosion d'énergie précédente, ce à quoi Sapegang répondit avec un sourire confiant et provocateur, et si c'était moi. À ce moment, sans hésitation, Akugium lança une attaque soudaine et violente sur Sapegang, lui disant qu'il allait le tuer et que c'était la raison pour laquelle il était venu à cet endroit en premier lieu. Akugium fut très choqué quand il entendit sa voix, se moquant de lui et lui demandant si c'était vraiment ce qu'il allait faire. Les événements ont commencé par une puissante attaque d'Akugium qui s'est précipitée avec une grande force vers Sapegang, essayant de l'éliminer d'un coup décisif. Mais Sapegang a facilement contré son attaque en utilisant un puissant sort sous la forme d'une lame d'énergie magique appelée lame de mana, qui a blessé les disciples d'Akugium et l'a étonné. Sapegang a continué son attaque avec un sarcasme et un dédain clair en utilisant le sort Triss et a dit à Akugo d'un ton clair de défi qu'il était venu ici spécifiquement pour le tuer. Le conflit entre eux s'est intensifié en un affrontement violent dans lequel ils ont échangé des coups extrêmement puissants. Avec un sourire provocateur, Sapegang a donné à Akugium un conseil sarcastique, disant qu'il serait préférable pour lui de venger ses disciples tués, ce qui a grandement irrité Akugium. Akugium a crié avec étonnement et colère intense, questionnant la véritable identité de Sapegang. Les deux camps ont échangé des coups violents et successifs, qui ont continué pendant très longtemps sans qu'aucun d'eux ne soit en mesure de prendre le contrôle de la situation. Pendant le combat, Sapegang a de nouveau confirmé son identité d'instructeur de l'Académie de la Source du Dragon avec un sourire confiant alors qu'il parait habilement tous les coups de son adversaire. Akugium était stupéfait et choqué car il ne pouvait pas croire qu'il y avait quelqu'un capable de le contrer si facilement, et il réalisa que Sapegang ne le prenait pas du tout au sérieux. Dans un moment de colère intense, Akugium laissa échapper un puissant cri et une attaque féroce dans une dernière tentative de vaincre son adversaire. Mais Sapegang esquiva facilement l'attaque en utilisant sa grande vitesse et ses compétences de combat supérieures. Akugium décida de recourir à ses techniques secrètes les plus puissantes, les arts divins de domination brisant le ciel, et activa la technique de libération du noyau, élevant son niveau de puissance à un degré effrayant. Akugium était furieux que son adversaire l'ait poussé à utiliser cette technique puissante, criant à Sapegang qu'il le regretterait profondément. Au sommet de sa rage, Akugium révéla son passé douloureux et sa souffrance après avoir été trahi et comment il avait rassemblé toute cette énergie négative pour la diriger vers la vengeance. Mais il fut surpris par la froideur et le mépris de Sapegang, qui n'y prêta aucune attention, et répondit en se moquant, « Qui a demandé ?» Il lui dit qu'il ne se souciait pas du tout des informations concernant une personne maléfique. Dans un moment choquant, Sapegang lança un sort très puissant appelé Vague de gel, qui gela complètement Akugium sur place, le laissant stupéfait. Avant qu'Akugium ne puisse réaliser ce qui se passait, ça lança un autre sort puissant appelé Chaîne astrale, qui lia complètement son adversaire. Akugium essaya avec acharnement de se libérer de ses contraintes, mais ses tentatives furent complètement vaines. Sapegang expliqua avec confiance que ce sort avait été initialement conçu pour traiter avec les personnes qui utilisent l'énergie interne, paralysant ainsi complètement ses mouvements. Akugium se demanda avec une colère intense comment Sapegang pouvait être capable d'utiliser une telle magie, l'accusant d'être possiblement de la secte des démons. Mais Sapegang répondit calmement et avec mépris que c'était du mana et non de la magie et le rabaissa en disant qu'il n'attendait pas grand-chose d'un simple bandit. Akugium fut rempli de rage et de fureur face aux paroles de Sapegang et lui cria qu'il était maudit. Pendant qu'il était lié en sentant sa fin approcher, Akugium exprima son regret et sa tristesse que sa mort ait lieu dans un endroit comme celui-ci, ce à quoi Sapegang répondit calmement et froidement, lui demandant s'il avait des regrets. Akugium commença à crier de douleur intense et de colère, déclarant qu'il n'avait pas encore vengé ceux qui l'avaient trahi, les personnes qui avaient manipulé ses disciples lorsqu'il était le chef de la secte brisant le ciel. Il rappela son amère souffrance, affirmant que la raison pour laquelle il s'était caché dans ces montagnes et avait rejoint le bastion du chevalier démoniaque était uniquement pour se venger. Akugium essaya de continuer à raconter ses motifs, mais il fut interrompu par le bruit d'applaudissements sarcastiques de Sapegang, qui loua avec moquerie l'insistance d'Akugium sur la vengeance et son refus d'abandonner malgré les difficultés, lui conseillant avec ridicule que la vengeance devait être lente, approfondie et sans désespoir. Akugium se sentit insulté et pensa que Sapegang se moquait de lui, l'accusant d'être juste un jeune homme qui avait vécu une vie confortable sans aucune connaissance réelle de la souffrance. À ce moment, l'expression sur le visage de Sapegang changea de manière effrayante, et il lui dit d'une voix sombre qu'il n'avait pas vécu une vie confortable comme il le pensait. Akugium ressentit la terreur du regard effrayant dans les yeux de Sapegang soudain. Akugium se retrouva dans un endroit sombre et étrange, ne sachant pas où il était, et il commença à ressentir une confusion et une peur extrême et s'interrogea sur cet endroit étrange. Puis des visions terrifiantes de l'avenir effrayant qu'il attendait dans 10 ans apparurent devant lui, et il fut témoin d'hordes de démons terrifiants envahissant et détruisant tout sur leur passage avec des scènes horribles de mort et de tourments.
Okgo Guillaume commença à crier de terreur extrême, et il ne pouvait pas supporter ces visions terrifiantes qui avaient soudainement envahi son esprit. Puis Sapegang le ramena à la réalité et lui demanda avec sarcasme comment s'était passée son expérience, lui expliquant calmement que ce qu'il venait de voir est l'avenir qui se produira dans 10 ans. Akgogion s'effondra sur le sol de terreur et de douleur psychologique et commença à supplier Sapegang avec une extrême faiblesse de le tuer et de mettre fin à sa vie car il ne pouvait plus supporter ce qu'il avait vu. Sapegang répondit calmement, expliquant qu'il comprenait très bien sa demande, puis se prépara à exécuter sa sentence de mort, affirmant que même si la question est difficile, il y a quelqu'un qui doit le faire. Pendant ce temps, ailleurs à l'Académie de la Source du Dragon, le vice-directeur Chaeyeon Simyeon ressentit un choc et une incrédulité en regardant l'énorme arme d'Akgogion devant lui. Réalisant que Sapegang avait effectivement réussi la mission difficile qu'il lui avait confiée, Sapegang jeta la tête d'Akgogion devant le vice-directeur Chaeyeon Simyeong, expliquant avec sarcasme qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il le croie s'il n'apportait que l'épée. C'est pourquoi il avait apporté la tête d'Akgogion comme preuve supplémentaire. Puis Sapegang sourit avec sarcasme et confiance et suggéra qu'il commence à discuter de ses nouvelles fonctions après sa promotion au poste de premier instructeur. Le lendemain matin à l'Académie de la Source du Dragon, les réactions des instructeurs à l'annonce du succès de Kao Pegang furent assez dramatiques. L'instructeur principal de la technique du poing, Yuan Jin, cria son incrédulité et sa colère face à cette nouvelle. L'instructeur Yuan Jin continua d'exprimer son étonnement et son mécontentement extrême, décrivant ça comme la disgrâce de l'académie et se demandant comment il était soudainement devenu un premier instructeur. D'un autre côté, l'instructeur principal de la technique du tir à l'arc, Eon Biok, se demanda si Sapegang avait réellement attaqué seul le bastion du chevalier démoniaque. L'instructeur principal de la technique de l'épée, Dong Boyang, leur répondit, confirmant qu'il s'était lui-même rendu à l'ancienne montagne sacrée pour vérifier l'affaire. Dong Boyung expliqua qu'il avait trouvé les corps des bandits et plus précisément le corps d'Akgo Guillaume à l'endroit exact où Sapegang leur avait dit. Dong Boyung continua de parler avec une grande hésitation et confusion, déclarant qu'il ne savait pas comment cela s'était produit. Il ajouta qu'à l'exception d'Akgo Guillaume, le cou de tous les disciples avait été tranché d'un seul coup, ce qui suscita la suspicion et l'étonnement de tous. À ce moment-là, un débat animé commença parmi les instructeurs où ils s'objectèrent à ce qu'ils avaient vu des compétences de Sapegang, d'autant plus qu'il était connu comme un instructeur de lance, pas un instructeur d'épée. Mais le vice-directeur Chaon Simyong intervint fermement et arrêta la discussion, leur demandant ce qu'ils faisaient. Les instructeurs s'excusèrent immédiatement auprès du vice-directeur tandis que Chaon Simyong s'asseyait en pensant silencieusement à la question. Pendant ce temps, le vice-directeur Chaon Simyong réfléchissait profondément, se disant qu'il était complètement illogique que Sapegang soit capable de tuer Okgogium et ses disciples par lui-même. Il se souvint qu'il avait lui-même rencontré Okgogium et réalisa sa grande force, c'est pourquoi il considéra qu'il était impossible pour lui d'être tué facilement par Sapegang. Chon Simyun se demanda si Jin Baek, le médecin de l'académie, avait aidé Sapegang dans sa mission, mais il rejeta rapidement l'idée car Jin Baek n'avait pas les compétences suffisantes. Chon Simyun décida qu'il devait enquêter davantage sur l'affaire. Alors il demanda à l'instructeur Dong Boyung de contacter le Palais de l'Ombre Fantôme. Il fut expliqué que le Palais de l'Ombre Fantôme est l'une des plus grandes organisations d'assassinat du monde de Murom, et ils sont connus pour mener à bien toute mission contre de l'argent. Le vice-directeur Chaeyeon demanda à l'instructeur Dong de soumettre une demande au Palais de l'Ombre Fantôme pour trouver toutes les informations relatives à Sapegang, y compris ce qu'il fait quotidiennement, ce qui surprit les autres instructeurs. L'instructeur principal Yuan Jin reçut une liste du vice-directeur. Et quand il se renseigna à ce sujet, le vice-directeur le rassura, disant qu'il avait une idée sur la question. L'instructeur Yuan Jin lut le papier que le vice-directeur lui avait donné et s'interrogea avec confusion sur son contenu. Le vice-directeur lui expliqua qu'il s'agissait d'une liste des étudiants dont Sapegang serait responsable après sa promotion. L'instructeur Yuan Jin fut extrêmement surpris par ce qu'il lut sur la liste, et ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement quand il comprit l'intention du vice-directeur. L'instructeur Yuan Jin exprima sa grande admiration pour l'idée astucieuse du vice-directeur, et Chon Simyong confirma qu'il avait bien utilisé son poste. L'instructeur Yuan Jin rit, disant que Sapegang pourrait quitter son poste avant même que le Palais de l'Ombre Fantôme n'obtienne des informations à son sujet, et le vice-directeur acquiesça en riant, disant que cela était possible parce qu'il était inexpérimenté. Un des instructeurs demanda à l'instructeur Deng s'il avait donné la même liste à Sapegang, et Deng répondit qu'il l'avait effectivement fait. L'autre instructeur demanda la réaction de Sapegang, et Deng répondit qu'il s'était contenté de sourire faiblement et qu'il avait dit qu'il comprenait tout. Pendant ce temps, alors que Sapegang quittait l'endroit, il pensa en lui-même avec sarcasme et décrivit ses vieux instructeurs comme des imbéciles parce qu'ils avaient fait exactement ce qu'il s'attendait à ce qu'ils fassent. Sapiagang continua le fil de sa pensée, confirmant qu'il était revenu à cette époque et à cet endroit précis pour une raison importante. Et en marchant, il se souvint profondément du pouvoir qu'il avait reçu de Nazaron et de sa capacité à remonter dans le temps et commença à se demander à plusieurs reprises, « Que dois-je faire pour me préparer à l'invasion démoniaque ?» Il réalisa clairement qu'il ne pouvait pas affronter seul l'armée de démons qui avait conquis de nombreuses dimensions.
Il y a des limites à ce qu'une seule personne peut faire. Sapiagan réalisa clairement qu'il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait faire pour contrer l'invasion démoniaque, mais il conclut que la meilleure option était de former une armée forte pour les affronter. Et en pensant, Sapegang exclut l'idée que son armée soit composée de faibles comme ceux qui étaient morts avant qu'il ne voyage dans le temps. Au lieu de cela, il voulait une armée puissante maîtrisant tous les types de magie et d'arts martiaux. Sapegang regarda les étudiants qui avaient été classés comme fauteurs de troubles parmi les disciples de première année et décida de se concentrer d'abord sur eux. Il remarqua que certains de ces étudiants possédaient vraiment de grands talents, mais leur tempérament et personnalité difficile entravaient leur progrès. Parmi ces disciples, il y en avait qui n'avaient aucun talent apparent ou qui étaient négligés par les enseignants parce qu'ils n'appartenaient pas à des familles prestigieuses. Sapegang croyait que les instructeurs principaux de l'académie avaient délibérément choisi ces étudiants, pensant qu'ils ne seraient pas capables de les gérer, mais il n'avait jamais imaginé la vérité sur ces étudiants. Il se souvint de deux héros qui s'étaient distingués pendant la période de l'invasion démoniaque. L'un était un maître de l'épée et le chef de l'Alliance de l'épée céleste qui avait mené la résistance des Mormes contre les démons. L'autre héros dont il se souvenait était un archer magistral en arts martiaux qui dirigeait une équipe spécialisée pour les assassinats et l'infiltration et avait tué à lui seul le plus grand nombre de démons. Sapegang sourit en regardant les disciples qui se tenaient devant lui, confiant que ces deux héros légendaires dont il se souvenait du futur étaient actuellement juste devant ses yeux. Ailleurs dans l'académie, l'étudiant Tanlizang était violemment battu par Gakbuak pendant l'entraînement au combat. Tanlizang tomba au sol, criant de douleur à cause du coup puissant qu'il avait reçu de Gakbuak. Puis Gakbuak dit d'un ton vif que l'entraînement aux arts externes n'était pas encore terminé et ordonna à Tanlizang de se relever pour continuer l'entraînement. Mais Tanlizang, l'étudiant le plus âgé de la famille de l'épée à une étoile, supplia Gakbuak avec difficulté d'arrêter de le frapper. Gakbuak se mit en colère face à la demande de Tan et lui dit que les autres pourraient penser qu'il l'intimidait s'il continuait à se plaindre comme ça. Gakbuak continua de provoquer Tanlizang, disant qu'il devrait être reconnaissant qu'il lui enseignait sa technique spéciale d'arts martiaux, mais Tanlizang répondit faiblement que le style de combat qu'il avait appris de sa famille était le seul dans lequel il était bon. Gokboik se moqua sévèrement de Tan quand il entendit le nom de la famille de l'épée à une étoile et ridiculisa la valeur de leur technique. Il continua d'humilier Tan, soulignant que ses arts martiaux faibles ne lui permettraient jamais de se défendre et lui demanda s'il voulait continuer à les apprendre. Tanlizang ressentit de la colère et de la frustration face aux paroles de Gokbuak et serra son poing fermement en essayant de réprimer sa colère. Mais un disciple intervint soudainement et dit à Gakbuak d'ouvrir son poing et d'arrêter de provoquer Tan, sinon il devrait avoir un nouveau duel. Gakbuak se sentit provoqué par le défi de cet étudiant, mais il desserra rapidement son poing et s'éloigna, réalisant qu'il ne pouvait pas l'affronter pour le moment. Et puis Yoon Wook-young, l'étudiant de la famille d'épéistes dévastatrices, intervint et ordonna à Gakbuak d'arrêter de causer des problèmes, surtout à l'approche des examens. Gakbuak recula devant la situation en disant qu'il comprenait, mais il lança un dernier avertissement à Tanlizang de s'estimer heureux cette fois-ci. Tanlizang remercia son camarade de classe qui était intervenu pour le sauver de cette situation difficile, mais il avait l'air confus et triste. Yoon Wook-young se tourna vers lui sans rien dire, et il semblait réfléchir profondément à ce qui s'était passé. Tanlizang resta assis seul et silencieux après cette douloureuse confrontation, montrant des signes de frustration et de désespoir. À ce moment, quelqu'un entra dans la pièce et appela les trois étudiants, Yoon Wook-young, Gokbuak et Tanlizang. Gokbuak répondit, s'interrogeant sur la raison de cette convocation soudaine, et le messager leur dit que le vice-directeur Chaon Simyong l'avait informé d'une nouvelle décision. Le messager annonça que les trois ne faisaient plus partie de la classe Camélia, mais seraient transférés dans une classe nouvellement créée, ce qui surprit et stupéfia grandement Gokbuak. Et ailleurs, Sapgun se tenait face au nouveau groupe d'étudiants qui avait été spécialement choisi pour lui, qui le regardait avec anticipation et prudence tandis qu'il paraissait confiant et prêt à commencer ses nouvelles fonctions. Sapegang salua les disciples avec un sourire calme, se présentant comme leur instructeur officiel à partir de ce jour. Certains disciples furent surpris par ce qui se passait, et Yoon Wook-young sembla légèrement agacé en se demandant ce qui se passait, tandis qu'un autre étudiant montra des signes d'étonnement. Soudain, le disciple Gokboik cria avec une extrême colère de loin, exigeant que l'on mette fin à ce qu'il décrivait comme un non-sens. Gokboik s'approcha de Sapegang avec colère, exprimant son mécontentement face à son transfert soudain dans une nouvelle classe avec un instructeur qui était, à son avis, faible en compétences. Gokbuak continua son objection, criant qu'il n'écouterait pas les ordres de quelqu'un qui ne pouvait même pas utiliser l'énergie interne jusqu'à récemment. Sapegang regarda calmement Gokbuak et lui dit que sa façon de parler à son instructeur superviseur était totalement irrespectueuse. Gokboik continua à maudire Sapegang avec colère et mépris, soulignant qu'il ne savait pas comment Sapegang avait obtenu le poste de premier instructeur. Il affirma qu'il n'apprendrait rien d'un instructeur qui n'avait été capable d'utiliser l'énergie interne que récemment, ce qui augmenta la tension. Dans un moment soudain, Sapegang utilisa le sort de clignement des yeux, apparaissant directement devant Gokbuak avec une immense vitesse, prêt à prendre des mesures disciplinaires. Gokbuak fut choqué et confus par ce qui s'était passé, ne comprenant pas comment Sapegang avait réussi à se rapprocher de lui si rapidement.
Gaokbuak laissa échapper un cri de terreur en affrontant l'instructeur qui était apparu soudainement et de manière inattendue devant lui. Puis Sapgung dit calmement que le règlement de l'académie, article 3, alinéa 5, lui permet de punir un étudiant qui fait preuve d'inconduite dans le but de le guider et de l'instruire. Gaokbuak devint enragé et serra le poing, se préparant à attaquer. Il lança ensuite son attaque en utilisant la puissante et violente technique du poing du dragon tigre brisant la montagne. Sapegang évita facilement l'attaque, exprimant son mécontentement face au langage irrespectueux et au comportement violent de Gaokbuak envers son instructeur. Il ajouta ensuite calmement qu'utiliser les arts internes en classe sans permission est une autre violation des règles. Gaokbuak essaya d'attaquer à nouveau, mais Sapegang l'interrompit rapidement, disant que la pire chose qu'il avait faite était la succession de mauvaises actions. Sapegang porta un coup de poing rapide et puissant vers Gaokbuak, ce qui fit ressentir à ce dernier un grand choc et une douleur intense. Gaokbuak hurla bruyamment à cause de la douleur intense et commença à se sentir faible devant l'instructeur qu'il avait auparavant pensé être faible. Sapegang continua à parler de la faiblesse des compétences de combat de Gaokbuak, notant qu'il n'était pas au niveau qu'il avait prévu. Sapegang commença une série rapide et successive de coups qui frappèrent durement Gaokbuak, montrant une nette supériorité. Il porta un coup final à Gaokbuak, le faisant tomber au sol de manière humiliante. Gaokbuak tomba au sol, souffrant et incapable de résister, avec un air de colère et d'agacement sur le visage. Sapegang lui ordonna de se relever, affirmant que ses conseils et ses instructions n'étaient pas encore terminés. Tanlizang regarda la scène avec un grand choc et un grand étonnement, ne croyant pas ce qu'il voyait de la supériorité de Sapegang sur Gaokbuak. Il se souvint de la force de son camarade de classe Gaokbuak, qui était connu comme l'un des nouveaux disciples les plus forts en entraînement aux arts externes, et se sentit extrêmement confus par sa défaite rapide aux mains de Sapegang. Gaokbuak lutta pour se relever, maudissant Sapegang avec une colère évidente. Mais Sapegang contre-attaqua sa nouvelle attaque avec une facilité totale et porta un autre coup fatal qui l'envoya au sol une deuxième fois. Les autres disciples regardèrent la scène avec un grand choc et une inquiétude évidente sur leur visage. Sapegang s'avança vers Gaokbuak tombé et exprima son mécontentement face au mauvais état dans lequel la classe était arrivée dès la première leçon, dirigeant son regard sévère vers le disciple vaincu. Sapegang exprima calmement son regret pour ce qui se passait, disant que le rôle d'un instructeur est d'arrêter les larmes de ses élèves et de leur enseigner correctement alors qu'il se préparait à punir Gaokbuak. Gaokbuak sembla être dans un état de terreur et de choc, levant les mains pour tenter de se défendre contre l'attaque imminente de Sapegang. Sapegang se déplaça très rapidement vers Gaokbuak, tandis que les autres disciples semblèrent regarder la scène avec un grand étonnement et une grande inquiétude. Pendant ce temps, Yunwook-yoon intervint, exprimant son opinion selon laquelle les actions de Sapegang envers l'étudiant étaient excessives, s'adressant à Sapegang avec un respect apparent. Sapegang se tourna vers Yunwook-yoon avec un sourire calme, commentant qu'il avait finalement fait un geste comme s'il attendait son intervention depuis le début. À ce moment, Sapegang se souvint que dans le futur, Yunwook-yoon serait le chef de l'Alliance de l'Épée Céleste, ce qui reflète l'importance future et la grande force de cet étudiant. Sapegang se souvint de Yunwook-yoon de la première année de la classe Camélia comme du deuxième fils du clan de l'Épée Dévastatrice, qui est l'un des clans les plus célèbres et les plus puissants des plaines centrales. Dès son plus jeune âge, Yunwook-yoon était connu au sein de son clan pour son génie exceptionnel dans les arts martiaux. Même parmi les nouveaux étudiants de l'Académie du Printemps du Dragon, il se distinguait par ses compétences supérieures. Le talent d'Eunwook-yoon dépassait de loin le niveau de l'Académie du Printemps du Dragon. À l'âge de 20 ans, il réussit à devenir un maître martial de haute classe et fut classé parmi les 10 meilleurs maîtres martiaux de l'Alliance orthodoxe. Eunwook-yoon était censé vivre une vie brillante pleine de succès, devenant l'un des maîtres martiaux les plus importants et les plus respectés des plaines centrales. Mais tous ses rêves et ambitions disparurent avec l'apparition des démons alors que la tragédie qui changea complètement le cours de sa vie commença. Dès le début de l'invasion démoniaque, Yunwook-yoon participa à plus de batailles que quiconque et prouva sa valeur et sa force sur le terrain. Mais le clan de Yoon devint rapidement une cible principale d'intenses attaques démoniaques, conduisant à son anéantissement complet, et tous ses membres furent tués à l'exception de Yunwook-yoon lui-même. Malgré cette catastrophe, Yunwook-yoon ne tomba pas dans le désespoir ou le chagrin comme les autres, mais continua à résister et à défier. Yunwook-yoon voyagea à travers les plaines centrales, menant d'innombrables batailles avec les démons et rassemblant les survivants pour former un front uni de sectes orthodoxes et non orthodoxes. Même dans des circonstances désespérées, Yunwook-yoon mena les artistes martiaux restant dans une résistance désespérée finale contre les démons. Sapegang se souvenait encore clairement du courage de Yunwook-yoon dans les batailles qu'il avait menées si vaillamment. Yunwook-yoon se précipitait toujours en première ligne du combat, et lorsqu'il déchaînait son énergie d'épée éblouissante, il abattait les massives bêtes démoniaques qui semblaient couvrir le ciel d'un seul coup. Sans aucun doute, Yunwook-yoon était le héros et le dernier espoir des plaines centrales. Mais dans le présent, après le retour de Sapegang dans le passé, Yunwook-yoon n'était qu'un jeune homme arrogant d'une famille noble et ancienne. Sapegang parla à Yunwook-yoon d'un ton provocateur, notant qu'il avait finalement décidé d'intervenir et de faire face à la situation. Ici, Sapegang se tourna vers Yunwook-yoon, s'adressant à lui en tant que petit Yoon et souligna sarcastiquement son retard à se décider à agir. Les deux échangèrent des coups rapidement,
et Yoon Wook-yoon montra une grande habileté à esquiver l'attaque de Sapegang. Sapegang sourit, commentant sarcastiquement que les choses devenaient amusantes. Yoon Wook-yoon répondit, exprimant sa surprise face à la force soudaine que Sapegang avait acquise alors qu'il ne pouvait pas utiliser l'énergie interne jusqu'à récemment. Sapegang dit que c'était en effet inattendu, appréciant la réaction de Yoon Wook-young. Alors que Gakpoak était assis dans la douleur et l'embarras de sa perte, Yoon Wook-young souligna que tout ce que Sapegang faisait avec son nouveau pouvoir était de se montrer devant les disciples. Yoon Wook-young demanda vivement si ce nouveau pouvoir que sa gang avait obtenu était lié à ces rencontres fatidiques dont il parle. Sapegang pensa que Yoon Wook-young était intelligent et perspicace, se demandant s'il était réellement curieux à ce sujet. Sapegang répondit avec un sourire que si Yoon Wook-young suivait assidûment son entraînement à partir de maintenant, il pourrait lui révéler le secret, mais Yoon Wook-young refusa froidement son offre. Yoon Wook-young dit avec assurance qu'il ne savait pas quel tour Sapegang avait utilisé pour modifier si rapidement la liste des classes, mais qu'il déposerait une plainte officielle auprès de l'académie. Yoon Wook-young ajouta qu'il ne se souciait pas d'apprendre de quelqu'un dont l'ego était gonflé par un coup de chance soudain. Puis Yoon Wook-young se tourna et commença à partir, et le reste des étudiants le suivit, laissant Sapegang debout seul. Sapegang les regarda s'éloigner, et il sembla qu'ils s'attendaient à ce comportement de leur part. Les disciples de Yoon Wook-young continuèrent à s'éloigner vers le bâtiment académique tandis que Sapegang restait à les observer à distance. Les étudiants échangèrent des regards, et des signes de tension et d'anxiété concernant ce qui s'était passé apparurent sur leur visage. À la fin, Sapegang se sourit avec un sourire calme et sarcastique comme s'il était satisfait de la façon dont les choses se développaient. Sapegang s'approcha de l'étudiant en lisagne, posa une main sur son épaule, et lui demanda avec un sourire sarcastique s'il pensait qu'il n'y avait rien qu'il puisse apprendre de lui. Sapegang continua de parler à Yoon Wook-young, disant qu'en seulement 10 jours de son entraînement, cet étudiant, Tan Lisagne, serait capable de vous vaincre. Des signes clairs de choc et de tension apparurent sur le visage de Tan Lisagne, qui ne s'attendait jamais à ce que son nom soit utilisé dans un tel défi. Yoon Wook-young s'arrêta soudainement, faisant un bruit qui reflétait son grand étonnement face à ce qu'il venait d'entendre. Yoon Wook-young se tourna brusquement vers Sapegang, lui demandant clairement ce qu'il venait de dire, ne croyant pas ce qu'il avait entendu. Sapegang sourit calmement et avec assurance et affirma qu'il était prêt à répéter ces mots autant de fois que nécessaire, soulignant qu'en seulement une semaine d'entraînement, Tan Lisagne serait capable de vaincre Yoon Wook-young facilement. Puis Sapegang ajouta que cet étudiant, que Yoon Wook-young considérait comme aussi faible qu'un insecte, deviendrait assez fort pour vaincre Yoon Wook-young. Tan Lisagne se sentit extrêmement choqué et se tourna vers l'instructeur, demandant avec confusion et panique ce qui se passait. Avant que Tan Lisagne ne puisse terminer sa question, Sapegang plaça de force sa main sur la bouche de Tan Lisagne pour l'empêcher de parler, ce qui augmenta l'anxiété de Tan Lisagne. L'expression de Yoon Wook-young se transforma en colère et en intensité, et des signes de menace commencèrent à apparaître sur lui, prêt à affronter Sapegang. Yoon Wook-young demanda vivement si Sapegang était vraiment prêt à assumer la responsabilité de ses paroles et de son défi officiel. Sapegang répondit avec une confiance totale et un sourire sarcastique qu'il était, bien sûr, prêt à assumer la responsabilité de ce qu'il avait dit. Sapegang proposa un pari à Yoon Wook-young sur un combat officiel dans 10 jours entre Yoon Wook-young et Tan Lijeon, et Tan Lijeon fut confus et paniqué par cette proposition. Il expliqua les termes du pari, disant que si Tan Lijiang gagne, Yoon Wook-young doit suivre son entraînement sans aucune objection. Sapegang continua que si Yoon Wook-young gagne, il peut faire ce qu'il veut, qu'il s'agisse de lui demander de quitter l'académie, de s'excuser ou de s'agenouiller et de supplier. Cependant, Yoon Wook-young dit avec dédain qu'il n'avait besoin de rien de Sapegang. En retour, Yoon Wook-young précisa que Sapegang devrait se préparer à la confrontation qui aurait lieu entre eux dans une semaine. Tan Lisagne et Sapegang regardèrent Yoon Wook-young partir, et les signes de tension étaient clairs sur leur visage. Soudain, Tan Lisagne commença à crier de manière inattendue sous le choc, ce qui surprit Sapegang qui ne s'attendait pas à cette réaction soudaine. Tan Lisagne leva les mains en panique évidente tandis que Sapegang essayait de le calmer, se sentant surpris par sa réaction. Mais il a continué à crier hystériquement, incitant Sapegang à lui dire que sa voix était agaçante. Tan Lisagne a attrapé les vêtements de l'instructeur Sapegang dans un état de panique extrême, lui demandant ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait mis en confrontation avec Yoon Wook-young. Sapegang a essayé de calmer Tan Lisagne, lui demandant de le lâcher pour qu'il puisse expliquer pourquoi il avait choisi ce défi, tandis que Tan continuait à crier qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Quand Tan Lisagne n'a pas cessé de s'accrocher à lui, Sapegang l'a repoussé avec force, faisant tomber Tan Lisagne au sol. Ensuite, Sapegang a annoncé l'annulation de la leçon d'aujourd'hui et a demandé à tous les étudiants de partir, tandis que Tan Li est resté allongé sur le sol, épuisé. Il a dit aux étudiants que le programme de la prochaine leçon leur serait envoyé individuellement demain, tandis que les étudiants partaient, se demandant ce qui se passait. Tan Lisagne a commencé à déplorer son sort alors qu'il pleurait, se plaignant de la situation difficile dans laquelle il était tombé à cause de ce défi. Sapegang lui a simplement conseillé de gagner la confrontation, se demandant pourquoi Tan Lisagne supposait nécessairement qu'il allait perdre.
Tanlisan a expliqué avec regret qu'il avait perdu lors de son premier match officiel après son entrée à l'académie contre Gok-Boak. Il a ajouté tristement qu'il avait perdu de manière humiliante lors de ce combat, et depuis lors, Gok-Boak le harcelait quotidiennement. Tanlisan a commencé à parler avec tristesse de sa souffrance quotidienne due au harcèlement de son camarade de classe, Gok-Boak. Mais malgré cela, il voulait révéler un fait surprenant à son sujet. Tanlisan a expliqué que même le monstre Gok-Boak était incapable de toucher Yoon Wook-yoon lors d'un duel direct entre eux. Il a poursuivi son discours en déclarant que Gok-Boak a été complètement vaincu sans pouvoir porter un seul coup à Yoon Wook-yoon. Sapegang a écouté les paroles de Tanlisan et a reconnu que Yoon Wook-yoon possédait en effet un talent exceptionnel qui ne pouvait être ignoré. Tanlisan a ajouté que le talent de Yoon Wook-yoon dans les arts martiaux était très unique même sans le plein soutien du clan Yoon. Sapegang a souri avec confiance et calme et a dit à Tanlisan de ne pas s'inquiéter de la confrontation. Ensuite, Sapegang a pointé du doigt Tanlisan avec une grande confiance, lui assurant qu'il était, en fait, plus fort que Yoon Wook-yoon. Tanlisan a demandé dans une confusion extrême ce que Sapegang voulait dire car il ne comprenait pas ces étranges paroles. Sapegang a révélé une vérité choquante expliquant que Tanlisan dans le futur était lui-même l'archer légendaire devenu célèbre pour avoir tué des démons avant que le temps ne soit inversé. Dans un moment de panique intense, Tanlisan a crié fort, refusant d'accepter ce qu'il entendait. Avec une émotion claire, Tanlisan a affirmé que même s'il acceptait l'idée du changement soudain de son instructeur et de sa classe, il ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi pour affronter publiquement Yoon Wook-yoon. Tanlisan a clairement exprimé son agacement et sa confusion, se demandant pourquoi il devait spécifiquement participer à un duel public contre Yoon Wook-yoon. Sapegang lui a demandé s'il n'avait pas encore compris le but de tout cela, expliquant que la victoire de Tanlisan dans le duel serait une preuve claire de ses capacités en tant qu'instructeur. Tanlisan a continué à se plaindre et à se demander ce qu'il gagnerait personnellement de tout cela, exprimant sa frustration d'être entraîné dans cette confrontation. Sapegang a souri mystérieusement en répondant à la question de Tanlisan en disant « Vengeance ». Tanlisan s'est figé sous le choc et a demandé dans une confusion extrême ce que l'instructeur voulait dire par le mot « vengeance ». Sapegang lui a demandé sarcastiquement si ce n'était pas lui qui se faisait toujours battre par Gok-Boak, ce qui a stupéfié Tanlisan. Sapegang a continué son discours, demandant comment Tan s'était senti lorsqu'il avait récemment vaincu Gok-Boak, le provoquant clairement. Sapegang a continué à provoquer Tanlisan en disant « Vous êtes-vous senti excité ou rafraîchi lorsque vous l'avez vu vaincu comme ça devant vous ?» Ensuite, Sapegang a rapproché son visage de celui de Tanlisan et lui a demandé sournoisement « Ou s'est-il senti en colère parce qu'il ne pouvait pas se venger lui-même ?» Avec un sourire méchant, Sapegang a dit à Tanlisan que s'il devenait assez fort pour vaincre Yoon Wook-yoon, il serait certainement en mesure de se venger lui-même de Gok-Boak. Sapegang a affirmé que dans ce cas, même quelqu'un d'aussi faible que Tanlisan serait facilement capable d'accomplir sa vengeance de ses propres mains. Sapegang s'est approché de Tanlisan et lui a demandé d'un ton séduisant si ce n'était pas un merveilleux cadeau pour lui. Tanlisan semblait un peu hésitant, se demandant dans la confusion s'il était possible pour lui de devenir aussi fort que son instructeur l'avait dit. Sapegang a répondu avec une confiance absolue, lui assurant qu'il le pouvait certainement. Finalement, Tanlisan a crié avec une détermination claire qu'il voulait devenir plus fort pour lui-même seulement, pas pour se venger de Gok-Boak. Un large sourire suspect est apparu sur le visage de Sapegang alors qu'il déclarait avec anticipation qu'il s'assurerait de voir à quel point cela pouvait être possible. Tanlisan a commencé son entraînement immédiatement, et il est apparu sur le terrain d'entraînement face à un mannequin d'entraînement. Dans la scène finale, Tanlisan a continué à s'entraîner sous la supervision et l'observation de Sapegang, ce qui indiquait clairement le début de son voyage vers la force. Sapegang était assis à regarder Tanlisan s'entraîner, suggérant que le moment était venu d'évaluer son niveau de compétence actuel. Tanlisan se tenait prêt, s'imaginant affronter Yoon Wook-yoon, et Sapegang l'a exhorté à utiliser toutes ses forces et ses compétences de combat. Tanlisan a pris une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs avant de commencer son entraînement sérieux. L'entraînement de Tanlisan a commencé, et il s'est déplacé rapidement vers sa cible avec une grande concentration. Tanlisan a attaqué le mannequin d'entraînement de manière décisive et rapide. Tanlisan a asséné des coups successifs et violents vers le mannequin d'entraînement. Il a continué à asséner des coups forts et successifs, montrant sa grande détermination à afficher toutes ses capacités. Tanlisan a déclenché des coups successifs avec vitesse et puissance, son visage paraissant sérieux et plein de détermination. La concentration de Tanlisan a diminué alors qu'il continuait à s'entraîner, et ses yeux montraient une grande fatigue. Sapegang a crié, encourageant Tanlisan à continuer et à ne pas s'arrêter, lui demandant d'exercer toute sa force. Tanlisan a poussé un cri puissant et a intensifié ses coups en utilisant toute son énergie interne. Soudain, une étrange lueur est apparue dans les yeux de Tanlisan, indiquant qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel pendant l'entraînement. Tanlisan a soudainement trébuché et est tombé violemment au sol à cause de la perte de contrôle de son énergie interne. Tanlisan avait l'air très épuisé alors qu'il toussait sévèrement et essayait de reprendre son souffle avec difficulté. Sapegang a observé la situation silencieusement et calmement, étudiant attentivement l'état de Tanlisan. Ensuite, Sapegang a commenté avec un seul mot, pathétique,
ce qui a choqué énormément Tanlisang. Sapegang a directement demandé à Tanlisang s'il était conscient de son problème actuel. Tanlisang a expliqué avec difficulté qu'il sentait son énergie interne se disperser d'une manière étrange chaque fois qu'il essayait d'effectuer des mouvements de base. Tanlisang s'est souvenu qu'il avait initialement pensé qu'il avait peut-être appris incorrectement les techniques martiales de son clan, mais après s'être entraîné plusieurs fois, il a découvert qu'il n'avait aucun problème avec les mouvements de base. Tanlisang a également expliqué qu'il pensait qu'il pourrait y avoir un défaut dans son énergie interne ou ses points méridiens, et il avait fait vérifier son état à plusieurs reprises au sein de son clan, mais aucun défaut n'a été trouvé. Tanlisang a finalement conclu qu'il pourrait manquer de talent ou souffrir d'une maladie inconnue, mais Sapegang a souri et lui a dit que ce n'était pas la raison. Sapegang a expliqué à Tanlisang que la véritable raison est que ses points méridiens sont plus dispersés que ceux des gens ordinaires. Tanlisang a été surpris par ce qu'il a entendu et n'a pas pleinement saisi le sens des paroles de Sapegang. Il s'est demandé dans la confusion ce que Sapegang voulait dire par là, alors il lui a expliqué à nouveau clairement que ses points méridiens sont plus largement répartis que d'habitude. Sapegang a ajouté que cette condition rare est généralement bénéfique, mais elle devient un problème car Tanlisang est encore jeune et manque d'énergie interne suffisante. Il a poursuivi son explication en disant que tous les artistes martiaux libèrent leur énergie interne du dantian vers les points méridiens. Cependant, comme les points méridiens de Tanlisang sont plus larges que d'habitude et que son énergie interne est faible, cette énergie se disperse et ne se concentre pas correctement. Par conséquent, son énergie interne ne se concentre pas correctement, et elle continue de se dissiper et de se disperser au lieu de se concentrer pendant le combat. Tanlisang a ressenti une grande surprise car il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Sapegang a souri calmement et a confirmé que ce qu'il avait dit était tout à fait logique, suggérant qu'il pouvait l'aider à surmonter ce problème. Sapegang a commencé à se souvenir de scènes douloureuses du passé où il s'est vu parmi de nombreux cadavres éparpillés sur le champ de bataille dans un moment rempli de douleur et de chaos. Il s'est retrouvé gravement blessé, ses vêtements déchirés et tachés de sang, et il pouvait à peine bouger à cause de la fatigue extrême et des blessures. Ensuite, Tanlisang est apparu sous un autre déguisement, portant une cape et cachant son visage derrière un masque, indiquant un changement significatif dans sa personnalité et son apparence. Sapegang s'est souvenu comment dans le passé, il avait obtenu certaines informations par hasard alors qu'il se tenait au milieu d'un champ de destruction rempli de monstres et de cadavres. La scène est revenue au présent où Tanlisang est apparu agenouillé devant Sapegang sur le terrain d'entraînement, prêt à recevoir des conseils et des instructions. Tanlisang a remarqué l'atmosphère étrange autour de lui et s'est demandé si Sapegang avait une histoire cachée ou une raison derrière cette atmosphère étrange. Sapegang a souri calmement et mystérieusement et a dit qu'il mettrait fin à son explication ici, gardant certaines choses pour lui. Sapegang s'est approché de Tanlisang avec enthousiasme et a dit que maintenant qu'il connaissait la nature du problème, il devait travailler à le résoudre immédiatement. Tanlisang a été surpris par la possibilité d'une solution à son problème et a exprimé son grand étonnement face à la confiance de Sapegang. Sapegang a affirmé avec une grande confiance que la solution était en effet très simple et a expliqué que Tanlisang pouvait surmonter son problème de points méridiens dispersés en augmentant la quantité d'énergie interne qu'il possédait. Mais Sapegang a admis qu'il est difficile d'augmenter considérablement l'énergie interne en très peu de temps. Ça a souligné que pour l'instant, il ne pouvait enseigner à Tanlisang qu'une seule façon de surmonter son problème. Sapegang a demandé à Tanlisang de se concentrer sur la collecte continue d'énergie interne avant de commencer ses mouvements de combat de base. Ensuite, Sapegang a expliqué à Tanlisang qu'une fois qu'il aurait rassemblé suffisamment d'énergie, il pourrait alors afficher efficacement sa véritable force. Tanlisang a effectivement commencé à mettre en œuvre ce que Sapegang avait dit, et il s'est précipité avec une grande vitesse vers le mannequin d'entraînement, chargé d'énergie. Avec un mouvement puissant et incroyable, Tanlisang a réussi à porter un coup très fort. Cela a brisé le mannequin d'entraînement et a montré sa véritable force. Une expression de joie et d'excitation est apparue sur le visage de Tanlisang après son succès dans l'exécution correcte de l'attaque. Sapegang se tenait à regarder ce succès, souriant avec satisfaction et fierté de son élève. Tanlisang s'est précipité vers Sapegang dans un état de grande joie, criant avec enthousiasme, certain que son énergie interne ne s'était pas dispersée cette fois. Sapegang l'a calmement rassuré en lui disant qu'il avait remarqué que sa performance était bonne et lui a dit de ne pas s'inquiéter car il avait excellé. Avant de s'effondrer d'épuisement, Tanli a ressenti un grand sentiment d'euphorie et a déclaré avec enthousiasme qu'il n'avait jamais ressenti une telle force et une telle vitalité dans sa vie. Mais dans un moment soudain, Tanlisang a soudainement perdu l'équilibre et a commencé à tomber, perdant le contrôle de son corps. Tanlisang était confus alors qu'il tombait au sol, et il sentait qu'il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Tanlisang a commencé à tousser sévèrement et à demander faiblement ce qui l'avait soudainement affligé. Alors qu'il était allongé sur le sol extrêmement épuisé, Sapegang lui a froidement posé des questions sur son état. Tanlisang a admis qu'il ne sentait plus aucune force dans son corps. Sapegang l'a rassuré en lui disant qu'il ne s'agissait que d'un effet secondaire mineur résultant de l'utilisation correcte de ses points méridiens pour la première fois. Sapegang a ajouté que son corps ne s'était pas encore adapté à l'utilisation des points méridiens de la nouvelle façon, c'est pourquoi cet état d'épuisement s'est produit. Il lui a dit de ne pas trop s'inquiéter car ces effets secondaires disparaîtraient automatiquement après quelques mois.
Tan Lisan fut grandement surpris en se rappelant que son duel avec Yoon Wook Yoon aurait lieu dans seulement une semaine, et non après quelques mois, comme Sapegan le lui avait dit. La scène commençait par une vue calme de l'endroit où Tan Lisan s'entraînait sous la supervision de Sapegan à l'Académie du Printemps du Dragon. Sapegan lança un coup féroce avec son arme vers Tan Lisan, lui disant qu'il avait deux problèmes majeurs qu'il devait surmonter. Tan Lisan écoutait attentivement l'instructeur Sapegan, prêtant attention à ce qu'il dirait des problèmes auxquels il était confronté. Sapegan expliqua que le premier problème est que Tan libère toute l'énergie interne qu'il accumule en un seul coup, ce qui provoque l'effondrement de son corps juste après la frappe. Sapegan ajouta que le deuxième problème est que le noyau énergétique de Tan Lijon est encore petit et ne peut pas stocker une grande quantité d'énergie pendant une longue période, et que tenter de le faire pourrait entraîner une déviation d'énergie, ce qui est interdit. Sapegan demanda à Tan Lisan s'il avait bien compris tout ce qu'il avait expliqué jusqu'à présent. Tan répondit avec confiance et affirmation qu'il avait bien compris. Alors que Tan Lisan se tenait un peu confus, Sapegan commença à bouger son arme en préparation de l'étape suivante, incitant Tan à s'interroger sur la raison de ce mouvement. Sapegan dit à Tan qu'il devait bien réfléchir à la façon d'affronter Yoon Wook Yoon après le début du duel et lui demanda de combien de temps il avait besoin pour rassembler son énergie interne. Tan Lijon répondit avec hésitation qu'il avait besoin d'environ 7 minutes pour rassembler son énergie. Sapegan demanda d'un ton ferme comment Tan comptait tenir tête à Yoon Wook Yoon pendant cette longue période. Tan Lisan se sentit confus et anxieux et demanda à Sapegan ce qu'il devait faire dans cette situation. Sapegan lui dit que la seule solution était d'éviter les attaques de son adversaire de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il puisse rassembler toute son énergie. Sapegan surprit Tan Lisan avec une attaque soudaine, incitant Tan à crier de surprise tout en essayant d'éviter le coup. Tan Lisan demanda paniqué ce que Sapegan faisait car il avait l'impression d'être attaqué pour de vrai. Sapegan cria à Tan de se concentrer, de commencer à rassembler son énergie et de ne jamais quitter des yeux l'arme de l'adversaire. Sapegan utilisa une technique d'illusion, distrayant la concentration de Tan Lisan pendant l'entraînement. Tan Lisan fut extrêmement surpris lorsque Sapegan perça sa défense avec une grande vitesse et facilité. Il reçut un coup très puissant de Sao Peigang qui le projeta au sol, lui causant une vive douleur. Tan Lisan tomba douloureusement au sol au milieu du terrain d'entraînement. Tan Lisan se plaignit de l'intensité de la douleur à laquelle Sapegan répondit froidement qu'il se plaignait alors qu'il n'avait utilisé aucune énergie interne dans la frappe. Sapegan lui ordonna de se lever pour continuer l'entraînement, ce qui fit s'interroger Tan avec surprise si c'était vraiment un vrai entraînement. Il lui assura avec confiance que c'était un entraînement à l'évasion, ce qui incita Tan Lisan à grommeler contre cette étrange méthode d'entraînement. Il s'approcha de Tan Lisan très sérieusement, lui assurant qu'il ne faisait pas cela juste pour l'humilier ou l'ennuyer. Sapegan ajouta qu'il avait clairement expliqué la raison de sa faiblesse et qu'il lui avait montré une façon pratique de surmonter cette faiblesse. Puis Sapegan affirma sérieusement que c'était la seule façon pour Tan de blesser même légèrement Yoon Wook Yoon lors de leur prochain duel dans une semaine. Sapegan reconnut la difficulté et la dureté de cet entraînement, mais demanda à Tan Lijon si cette difficulté était plus grande que l'humiliation et l'intimidation qu'il avait enduré de Gok Boak et Yoon Wook Yoon. Sapegan se demanda si Tan Lijon était vraiment prêt à abandonner cette précieuse opportunité de faire ses preuves auprès de tous ceux qu'il avait traités avec mépris. À ce moment, Tan Lisan se souvint du visage de Yoon Wook Young alors qu'il se sentait déterminé à prendre sa décision. Il serra fermement son arme et s'excusa auprès de l'instructeur Sapegan pour son hésitation précédente. Tan Lisan se tint fermement et dit à Sapegan qu'il était prêt à endurer une journée entière d'entraînement difficile s'il le fallait et lui demanda de continuer l'entraînement à l'évasion. Tan Lisan fut surpris par les mots de Sapegan qui rejeta l'idée qu'il ne l'entraînerait qu'un seul jour et lui assura plutôt qu'il s'entraînerait ainsi sans arrêt pendant toute la semaine restante. Tan Lisan ressentit de la panique et de l'incrédulité quand il entendit qu'il devait s'entraîner continuellement pendant toute la semaine, et il essaya de reculer, étonné par l'enthousiasme excessif de son instructeur. Sapegan chargea sur lui avec un grand enthousiasme, criant qu'il venait le chercher dans une session d'entraînement extrêmement dure. Tan Lisan leva les mains de terreur, demandant à son instructeur d'attendre et de s'arrêter un instant, mais en vain. Tan Lisan reçut un coup féroce et un cri de la douleur intense sur le terrain d'entraînement. Après qu'une semaine entière se soit écoulée, le jour du duel décisif entre Tan Lisan et Yoon Wook Yoon arriva. De grandes foules d'étudiants et d'enseignants de l'Académie du Printemps du Dragon se rassemblèrent autour de l'arène de duel pour regarder le match attendu. Les étudiants commencèrent à parler avec une grande anticipation et excitation alors qu'ils attendaient le début du duel. Yoon Wook Yoon apparut debout avec une confiance totale au milieu de l'arène, tenant son arme et attendant calmement et stablement le début du duel. De l'autre côté, Tan Li se tenait debout avec des ecchymoses apparentes sur le visage, l'air tendu et fatigué des effets de l'entraînement difficile qu'il avait enduré toute la semaine. Les étudiants commencèrent à chuchoter entre eux, se demandant combien de temps Tan tiendrait dans ce duel, surtout avec ses blessures et sa fatigue apparente. Un étudiant dit sarcastiquement que Tan Lisan serait vaincu d'un seul coup et s'effondrerait immédiatement au sol. Un autre étudiant se demanda si Tan Lisan s'était bien entraîné et avait pris des mesures spéciales pour ce duel, ce à quoi son camarade répondit qu'il l'avait vu plusieurs fois pendant son étrange entraînement. L'étudiant se rappela des scènes de l'entraînement difficile de Tan Lisan, recevant des coups continus de son instructeur avec un bâton pendant toute la semaine passée.
Et Tan Lisan avait l'air extrêmement fatigué de la quantité d'entraînement et des blessures qu'il avait subies. Gakbuak regarda la scène décrivant sarcastiquement Tan Lisan comme stupide et naïf d'avoir cru les paroles de Sao Pegan et de s'être mis dans cette situation difficile. Gakbuak continua son sarcasme et son dénigrement de Tan Lisan considérant qu'il n'avait absolument aucune chance de gagner contre Yoon Wook Young. Gakbuak adressa ces mots à Tan Lisan dans son esprit en disant qu'il avait été victime des mensonges et de la tromperie de l'instructeur Sa et qu'il avait creusé sa propre tombe. Yoon Wook Young parla, s'adressant formellement à l'instructeur Sa Pegan avant le début du duel. Yoon Wook Young expliqua que bien qu'il ait précédemment dit qu'il ne voulait rien de Sa Pegan, il voulait maintenant fixer sa propre condition. Yoon Wook Young demanda à Sa Pegan de quitter lui-même l'académie s'il perdait, affirmant qu'il ne voulait plus perdre son temps de cette façon. Sa Pegan immédiatement et avec une confiance totale accepta la condition de Yoon Wook Young et jura sur son nom de respecter la condition. Sa Pegan rappela à Yoon Wook Young sa propre condition également, qui était que Yoon Wook Young devait s'engager à assister à toutes ses sessions d'entraînement sans objection s'il perdait. Sa Pegan sourit sournoisement et avertit Yoon Wook Young que la personne sur laquelle il devrait se concentrer en ce moment n'était pas lui, mais Tan Lijong dans l'arène de duel. Tan Lijong se tenait fermement dans l'arène de duel entièrement prêt à commencer ce duel fatidique. Yoon Wook Young regarda Tan Lisan silencieusement et avec une concentration intense, également prêt à se battre. Sa Pegan applaudit, annonçant officiellement le début du duel entre les deux étudiants. Sa Pegan commença à expliquer les règles du duel, confirmant que la victoire serait acquise si l'une des parties perdait conscience, se rendait ou laissait tomber son arme. Sa Pegan ajouta également qu'il était strictement interdit de porter des coups mortels ou menaçant la vie et qu'il était le juge final de ce duel. Le duel entre Tan Li et Yoon Wook Young commença au milieu d'une tension intense et d'une anticipation de tous ceux présents. Sa Pegan annonça le début officiel du duel avec un enthousiasme clair, leur faisant signe de commencer le combat. Tan Lisan se prépara, se concentrant intensément et déterminé à se battre sérieusement. Le duel commença avec force, et Yoon Wook Young prit une position de combat sérieuse. Tan Lisan prit une profonde inspiration et commença à rassembler son énergie interne, montrant une concentration intense dans la confrontation. Yoon Wook Young se précipita avec une grande vitesse vers Tan Lisan, attaquant soudainement et puissamment. Tan Lisan subit une blessure directe à son bras à la suite de l'attaque rapide de Yoon Wook Young, et la surprise et le choc apparurent sur son visage. Tan Lisan se sentit confus et incrédule de ce qui venait de se passer, et les effets de l'attaque commencèrent à se manifester sur lui. L'arme de Tan Lisan tomba au sol après l'attaque violente qu'il subit, et il sentit qu'il était sur le point d'abandonner. Tan Lijong entendit une voix à l'intérieur de lui l'appelant à se rendre et à mettre fin au duel immédiatement, mais il fut surpris quand il réalisa que son bras était intact et que ce qui s'était passé n'était qu'une illusion ou le fruit de son imagination. Yoon Wook Young regarda Tan Lijong avec mépris, le considérant comme un imbécile d'avoir accepté ce duel malgré son évidente faiblesse. Yoon Wook Young continua ses remarques sarcastiques, soulignant que Tan Lisan commença à trembler à cause d'une simple intention de tuer qu'il avait montrée. Tan Lisan trembla en pensant que ce qu'il avait ressenti auparavant n'était que la forte intention de tuer de Yoon Wook Young et qu'il aurait pu effectivement lui faire du mal s'il l'avait voulu. Tan Lisan ressentit un moment de désespoir et commença à douter de sa capacité à affronter quelqu'un que tout le monde considérait comme le meilleur de l'académie, surtout après seulement une semaine d'entraînement court. À ce moment-là, Sa Pegan appela Tan Lijong d'une voix claire et stable pour rétablir sa confiance et lui rappeler le but de ce duel. Sa Pegan sourit avec confiance en regardant vers Tan Lijong, montrant sa grande confiance en sa capacité à l'affronter. Sa Pegan afficha une aura très forte et majestueuse comme s'il voulait envoyer un message à Tan Lisan pour rétablir sa confiance en lui. Tan Lisan rit un peu nerveusement alors qu'il essayait de se recentrer sur la confrontation. Tan Lisan commença à se rappeler la vraie raison de son insistance à continuer le combat. Tan Lisan s'affirma avec toute sa détermination qu'il voulait vraiment devenir plus fort qu'il ne l'était maintenant. Tan Lisan retrouva sa confiance et se souvint du jour où il décida qu'il voulait devenir plus fort après une semaine complète d'entraînement difficile. Yoon Wook Young considéra Tan Lijong comme un imbécile de ne pas avoir saisi l'occasion qu'il lui avait donnée de se retirer du duel pacifiquement. Yoon Wook Young se prépara à exécuter une attaque puissante sur Tan Lijong pour mettre fin rapidement au duel. Yoon Wook Young se précipita avec une immense force vers Tan Lijong, lançant une attaque violente et stupéfiante. Et Yoon Wook Young déclara en lançant l'attaque que Tan Lisan avait provoqué cette situation lui-même. Leurs armes se croisèrent dans un moment décisif du combat, et des étincelles jaillirent de l'intensité de l'affrontement entre eux. La scène se termina par les visages des deux combattants, Tan Lisan et Yoon Wook Young, se rapprochant l'un de l'autre, échangeant des regards de défi et de détermination, déclarant que ce duel ne serait pas facile pour aucun d'eux. Yoon Wook Young fut surpris par la réaction rapide de Tan Lijong, se demandant avec étonnement comment il avait réussi à réagir à temps. Leurs armes s'affrontèrent à nouveau avec une grande force, et Tan Lijong réalisa que la situation était très dangereuse, et il était sur le point de recevoir un coup direct. Tan Lijong maintint son équilibre rapidement et avec une extrême prudence et réalisa que l'énergie qu'il avait rassemblée s'était presque dispersée à cause de cette attaque. Yoon Wook Young commença à exécuter la première technique du style suprême de l'épée du dragon céleste brisant le ciel. Yoon Wook Young lança une attaque très puissante en utilisant la technique du courant courroucé du dragon déchaîné,
qui surprit Tanlizan avec l'intensité de la puissance de l'attaque. Tanlizan ressentit une peur et une tension extrême en regardant la puissance de l'épée et l'immense pression résultant de l'attaque de Yoon Wook Young. Mais malgré cette immense pression, Tanlizan commença à sentir que les attaques de Yoon Wook Young devenaient plus faciles que prévu pour lui. Des signes d'étonnement et de surprise apparurent sur les visages des étudiants regardant cette confrontation, certains d'entre eux remarquant une nette amélioration des performances de Tanlizan. Yoon Wook Young s'arrêta un instant et admit à Tanlizan qu'il semblait qu'il avait effectivement appris quelque chose de nouveau au cours de la semaine passée. Yoon Wook Young commença à exécuter la troisième technique du style suprême de l'épée, l'épée du dragon céleste brisant le ciel, en préparation d'une attaque plus forte. Moon Wook Young se précipita vers Tanlizan en utilisant la technique de la lacération des crocs du dragon jumeau, une attaque d'une puissance dévastatrice. Tanlizan fut grandement choqué en voyant cette technique se diriger directement vers lui. Il réalisa rapidement qu'il s'agissait de la même technique que celle utilisée par son instructeur, Sapegang, lors des précédentes séances d'entraînement épuisantes avec lui. Le coup frappa le sol avec une force immense, provoquant une grande onde de choc dans la zone. Tanlizan sauta en l'air, évitant la puissante attaque avec une grande vitesse et agilité. Yoon Wook Young fut très surpris lorsqu'il vit Tanlizan réussir à esquiver facilement ce violent coup. Tanlizan atterrit rapidement au sol, respirant fortement à cause de la forte pression qu'il avait subie. Malgré l'épuisement et la fatigue, les yeux de Tanli restaient concentrés et déterminés à terminer le combat. Yoon Wook Young attaqua à nouveau avec toute sa force et sa détermination, essayant de mettre fin rapidement à la confrontation. Yoon Wook Young utilisa une série de mouvements de combat rapides et successifs, piégeant Tanlizan, qui essayait désespérément de les éviter. Tanlizan ressentit une pression immense due à la vitesse et à la puissance de Yoon Wook Young, et il réalisa que ses grandes capacités étaient dignes de la réputation du clan de l'épée dévastatrice. Néanmoins, il décida que cette puissance ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas l'éviter, et il se sentit plus confiant dans sa capacité à tenir bon. Yoon Wook Young continua à utiliser le style de l'épée avec une grande force et détermination, se demandant pourquoi il n'avait pas encore réussi à vaincre Tanlizan malgré la nette différence de force. À ce moment, Tanlizan réalisa clairement que le style d'épée que Yoon Wook Young utilisait était le même que celui dans lequel l'instructeur Sapegang l'avait entraîné pendant toute la semaine passée. Yoon Wook Young fut surpris par un changement soudain dans les mouvements de Tanlizan, ce qui l'amena à réévaluer son adversaire. Le pied de Yoon Wook Young atterrit avec force sur le sol alors qu'il se préparait à la prochaine confrontation, tandis que l'intensité de la compétition entre eux augmentait. Et ce fut une confrontation directe et violente entre Yoon Wook Young et Tanlizan, et les regards entre eux indiquaient que la confrontation avait atteint un point très décisif. Les étudiants qui regardaient le duo furent surpris lorsqu'ils remarquèrent que Yoon Wook Young se retirait soudainement, et ils commencèrent à se demander avec étonnement ce qui se passait réellement. Un étudiant suggéra que ce qui se passait pouvait être une mise en scène, mais un autre en doutait, disant qu'il n'y avait aucune raison pour Yoon Wook Young d'agir ou de se retirer de cette manière. Yoon Wook Young apparut debout fermement et silencieusement, ses yeux brillants d'une claire détermination à affronter son adversaire. Yoon Wook Young serra fermement son arme alors qu'il se préparait à reprendre le duel, faisant preuve d'une grande résolution. Yoon Wook Young surprit Tanlizan en s'excusant auprès de lui de l'avoir traité d'imbécile, ce qui étonna clairement Tan. Yoon Wook Young admit ouvertement que Tanlizan avait effectivement beaucoup appris au cours de la semaine passée, et il fit preuve d'un clair respect pour son développement. Il déclara qu'il ne savait pas comment Tanlizan avait réussi à apprendre la technique de l'épée du dragon céleste brisant le ciel, mais il était prêt à l'exécuter à nouveau et avec plus de force. Tanlizan fut extrêmement surpris lorsqu'il entendit le nom de la technique que Yoon Wook Young se préparait à exécuter. Yoon Wook Young commença à exécuter la technique d'annihilation du dragon enragé, déchaînant une vague massive d'énergie et d'épée vers Tanlizan. Yoon Wook Young déclara que si Tanlizan pouvait également éviter cette technique, il admettrait immédiatement sa défaite. Les étudiants dans les gradins furent stupéfaits par la puissance de l'attaque, et ils s'interrogèrent avec inquiétude et émerveillement sur la nature de cette technique terrifiante que Yoon Wook Young exécutait. Même Gak Boak montra un grand étonnement devant la férocité de cette technique, et il réalisa son extrême danger en observant son pouvoir destructeur. Tanlizan commença à s'éloigner du centre de l'attaque, essayant de trouver un moyen d'éviter la vague massive d'énergie que Yoon Wook Young avait déchaînée. Il observa avec anxiété et anticipation le chemin de Yoon Wook Young, qui commença à s'éloigner étrangement, s'interrogeant sur son véritable objectif. La scène revint à la nuit précédant le duel, où Tanlizan apparaît épuisé par l'entraînement intense avec Sao Pegong, respirant avec une nette difficulté. Sao Pegong assura à Tanlizan qu'il avait bien esquivé les attaques tout au long de la période d'entraînement et que la confrontation était désormais possible. Tanlizan demanda à Sao Pegong s'il pouvait vraiment éviter toutes les attaques de Yoon Wook Young, ce à quoi Sao Pegong répondit clairement et sévèrement qu'il ne le pouvait pas. Sao Pegong expliqua que Yoon Wook Young n'était pas stupide, et si Tanlizan continuait à éviter ses attaques, il commencerait à prendre des contre-mesures pour l'arrêter. Sapegang continua en disant que si Yoon Wook Young constatait que Tanlizan avait tenu bon jusqu'à la fin, il utiliserait certainement la technique d'épée la plus puissante qu'il possédait actuellement. Alors Sapegang révéla le nom de cette technique dangereuse, l'annihilation des dragons enragés,
expliquant que c'était une technique avec une portée massive et un pouvoir destructeur énorme qui la rendait presque impossible à éviter. Sapegang dit à Tan Lijiang en toute honnêteté qu'il devait complètement oublier l'idée d'éviter cette technique terrifiante. Il expliqua qu'il était futile d'essayer de sauter ou de s'éloigner pour éviter cette technique, car elle s'étendrait rapidement pour couvrir toute l'arène de combat. Et quand Tan Lijiang se sentit anxieux et lui demanda comment il pouvait faire face à cette attaque, Sapegang répondit avec confiance qu'il n'y avait rien d'invincible dans ce monde. Sapegang expliqua à Tan Lijiang que cette technique, malgré sa puissance et son apparence effrayante, était spécifiquement conçue pour cibler les adversaires qui se retirent par peur de sa puissance massive. En fin de compte, il lui dit avec un sourire confiant qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire face à cette technique terrifiante et d'en sortir victorieux. Tan Lijiang commença à se déplacer rapidement et régulièrement, avançant pour affronter l'attaque massive de Yun Wook-yoon. Il continua d'avancer avec grand courage et détermination alors qu'il se dirigeait vers le centre de l'attaque, se souvenant des instructions de son instructeur de toujours avancer. Des signes de détermination et de force apparurent sur le visage de Tan Lijiang alors qu'il était prêt à affronter l'attaque de Yun Wook-yoon avec toute sa confiance et sa résolution. Yun Wook-yoon fut surpris par la réaction audacieuse et inattendue de Tan Lijiang, et il montra un étonnement et une surprise extrême. À ce moment, Yun Wook-yoon serra fermement son arme, se préparant à contrer le mouvement audacieux de Tan Lijiang. Yun Wook-yoon commença à réagir immédiatement après avoir réalisé que Tan Lijiang avait réussi à voir les ouvertures dans son attaque, et il se précipita vers Tan Lijiang avec intensité et force. Mais Yun Wook-yoon, dans son état actuel, n'était qu'une réaction surprise et n'était pas entièrement préparé, ce qui donna à Tan Lijiang une occasion en or. Tan Lijiang réalisa à ce moment décisif que c'était sa vraie chance de lancer son attaque. Tan Lijiang se souvint des instructions précédentes de son instructeur d'utiliser la colère refoulée en lui pour diriger son attaque vers Yun Wook-yoon. Et en effet, Tan Lijiang lança une attaque puissante et violente avec toute sa colère refoulée se dirigeant directement vers Yun Wook-yoon. Des signes clairs de choc et d'inquiétude apparurent sur le visage de Yun Wook-yoon lorsqu'il vit la férocité de l'attaque qui arrivait vers lui. Les armes des deux adversaires s'entrechoquèrent avec une grande force, et une étincelle massive apparut à la suite de la violente collision entre elles. L'arme de Yun Wook-yoon se brisa soudainement sous la force de l'attaque de Tan Lijiang, ce qui surprit tous les participants. L'instructeur Sapegang s'approcha de Tan Lijiang et lui demanda calmement comment il se sentait à ce moment décisif après avoir exécuté avec succès son attaque. Tan Lijiang se sentit confus et s'interrogea sur l'intention de l'instructeur avec cette question. Sapé attira l'attention de Tan Lijiang vers les gradins où les étudiants commencèrent à l'acclamer et à l'encourager clairement et avec enthousiasme. Les voix des étudiants qui encourageaient Tan Lijiang s'élevèrent, tandis que la colère était clairement visible sur le visage de Gokboak à cause de cette situation. Sapegang sourit avec confiance et demanda à Tan Lijiang s'il ressentait de l'excitation et du bonheur à cause de ce qui s'était passé. Des signes de bonheur et de confiance étaient clairement visibles sur le visage de Tan Lijiang alors qu'il confirmait avec grand plaisir qu'il se sentait vraiment heureux. Après la fin du duel, la scène revint à l'académie par une nouvelle journée ensoleillée pour le début d'un nouveau semestre. Sapegang se dirigea avec confiance vers la salle de classe, portant le bâton qu'il avait l'habitude d'utiliser à l'entraînement. Il ouvrit silencieusement la porte de la pièce pour entrer dans la salle de classe où les étudiants attendaient le début de la leçon. Tan Lijiang et les autres étudiants apparurent dans la salle de classe, attendant avec impatience l'entrée de l'instructeur. Yun Wook-yoon jeta un regard tranchant de côté vers l'instructeur Sapegang lorsqu'il entra dans la salle. La scène se termina par un sourire confiant de Sapegang alors qu'il annonçait aux étudiants que le moment du début de la première leçon était venu. La scène passa à un point en colère frappant une table avec force, son propriétaire criant avec colère, « Bon sang !» exprimant la frustration qu'il ressentait à propos des événements récents. Le vice-directeur de l'académie parla avec une grande colère du changement soudain d'attitude des étudiants qui avaient initialement soutenu leur plan et qui avaient maintenant changé et soutenaient l'instructeur, Sapegang, au lieu d'eux. Le vice-directeur de l'académie, Chae-yeon, commença à se sentir extrêmement tendu et frustré, se demandant comment les choses avaient atteint cet état après qu'il ait fait confiance au député responsable de la gestion des affaires, qui était censé se débarrasser de l'instructeur Sapegang. Un des fonctionnaires exprima son intense colère tout en parlant avec le vice-directeur Chae-yeon, lui rappelant que le but principal du plan était de se débarrasser de Sapegang d'une manière qui le ferait quitter l'académie de son plein gré. Le vice-directeur sembla agacé par la situation actuelle, expliquant que les étudiants, en particulier Tan Lijiang, le fils d'une famille faible, et même Yun Wook-yoon du célèbre clan Yun, étaient tous deux catégoriques sur le fait d'apprendre sous la supervision de Sapegang, ce qui aggrava les choses. Yun Wook-yoon suggéra que s'ils essayaient à nouveau de forcer les étudiants à changer de classe comme ils l'avaient fait auparavant, les étudiants pourraient menacer de se retirer de l'académie et de le signaler au célèbre clan Yun, ce qui compliquerait encore la situation. Un fonctionnaire exprima avec colère que la décision de confier un étudiant génie comme Yun Wook-yoon à une personne inexpérimentée comme Sapegang était une énorme erreur et que cela affectait directement la réputation de l'académie. Le vice-directeur se sentit extrêmement en colère face à la tentative des fonctionnaires de le blâmer, les accusant d'être juste des hypocrites, essayant de gagner la faveur du puissant clan Yun à ses dépens.
Il demanda ensuite avec dédain s'ils étaient sérieux en disant que Yoon Wook-yoon avait perdu contre quelqu'un du clan de l'épée à une étoile, mais l'autre précisa que Yoon Wook-yoon s'était techniquement retiré de la bataille. La colère du vice-directeur s'intensifia alors qu'il refusait de croire que le célèbre génie Yoon Wook-yoon du célèbre clan Yoon avait réellement perdu contre quelqu'un d'un faible niveau, considérant cela comme incroyable. Le vice-directeur commença à se sentir très inquiet à propos de l'instructeur Zappé Gang, car plus il en apprenait sur lui, plus il devenait mystérieux, et il était maintenant très nécessaire de le surveiller et de ne pas le laisser sans surveillance. Il se souvint soudain de quelque chose d'important et de dangereux. Il demanda s'ils avaient reçu une réponse d'un groupe de mercenaires appelé le Palais de l'Ombre Fantôme concernant leur demande d'enquête sur Zappé Gang, ce à quoi un autre répondit qu'il n'avait pas encore reçu de réponse. Le vice-directeur se sentit insulté par l'attitude arrogante des mercenaires et considéra comme impoli qu'un groupe de mercenaires ose agir de cette façon avec lui. Soudain, un homme des mercenaires apparut, menaçant le vice-directeur d'une manière effrayante, exigeant qu'il fasse attention à ce qu'il dit et fait. Le vice-directeur se sentit terrifié et demanda d'une voix tremblante l'identité de la personne qui se tenait derrière lui. Le mercenaire répondit sarcastiquement, qualifiant sa question de stupide, ce qui rendit le vice-directeur encore plus tendu et terrifié. Le vice-directeur commença à s'interroger sur l'identité de cet homme mystérieux et sur la façon dont il n'avait pas été capable de le sentir du tout malgré ses grandes compétences martiales. Le vice-directeur se tourna avec terreur vers le mercenaire en disant « N'avez-vous pas dit vous-même ?» dans une tentative de comprendre la situation terrifiante dans laquelle il était tombé. Mais le mercenaire lui répondit calmement et froidement qu'ils étaient là maintenant pour mener à bien la mission qu'il leur avait demandée. Le chef des mercenaires demanda au vice-directeur de lui dire toutes les informations qu'il connaissait sur l'instructeur Zappé Gang, et il devint clair que ce groupe de mercenaires d'élite dans le monde de Janwoo était connu sous le nom de Palais de l'Ombre Fantôme. Après un court instant, le chef des mercenaires apparut tenant une photo de Zappé Gang, expliquant qu'il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet depuis qu'il était devenu instructeur à l'académie. Un des mercenaires parla en se moquant de la corruption de l'académie et de la façon dont ses méthodes reflétaient sa mauvaise réputation, mais ce n'était pas leurs affaires. Un autre mercenaire rit en se moquant, disant que les académies orthodoxes prétendent toujours être honorables et intègres, mais en réalité, elles demandent secrètement des enquêtes cachées contre leurs propres disciples. Un troisième mercenaire était d'accord avec cette opinion considérant qu'ils n'étaient pas meilleurs car ils acceptent ces demandes d'enquête pour de l'argent. Le chef de groupe interrompit la conversation des mercenaires, leur rappelant clairement leur mission principale, qui est de servir la personne qu'ils recherchent quelles que soient les circonstances. Le mercenaire numéro 5 s'excusa avec grande crainte auprès du chef pour ses paroles inappropriées précédentes, mais le chef lui dit calmement que ce n'était pas grave et qu'il devait juste se concentrer sur la mission. Un autre mercenaire demanda s'il devait également enquêter sur Jin Baek, la personne qui aurait élevé Zappé Gang depuis son enfance, mais le chef leur ordonna de se concentrer uniquement sur la localisation et la surveillance de la cible pour le moment. Un mercenaire demanda la vérité de la rumeur selon laquelle Zappé Gang avait eu une rencontre fatidique, ce à quoi le chef répondit sérieusement qu'il ne devait pas prêter attention à de telles rumeurs ridicules. Un d'eux répondit que les rumeurs disent que Zappé Gang n'a jamais été capable d'utiliser l'énergie interne, mais il est soudainement devenu un expert en arts martiaux. Le mercenaire continua ensuite ses paroles avec étonnement, décrivant comment cette transformation soudaine dans le pouvoir de Zappé Gang s'était produite en une seule nuit, ce qui soulève des questions quant à savoir s'il a eu une rencontre fatidique ou non. Un autre mercenaire se demanda soudain la possibilité de partisans cachés derrière Zappé Gang, ce qui attira l'attention du reste du groupe. Le mercenaire suggéra que Zappé Gang pourrait avoir été placé à l'intérieur de l'académie par un groupe hostile avec un objectif mystérieux, ce qui expliquerait les soupçons à son sujet et en ferait une cible plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Le chef des mercenaires avertit sévèrement les membres de son groupe d'être extrêmement prudents et d'éviter complètement d'être détectés par Zappé Gang, mais un d'eux trouva cet avertissement amusant et sarcastique. L'un des mercenaires a dit avec confiance que, quelle que soit la force du gang Zappé, il ne pourrait pas détecter les techniques de furtivité du palais de l'ombre fantôme. Le chef a répondu fermement, annonçant officiellement le début de la mission. Le lendemain matin, l'instructeur Zappé Gang a rencontré le docteur Jin Baek, qui lui a dit qu'il avait entendu beaucoup de nouvelles intéressantes à son sujet au sein de l'académie récemment. Le docteur a souri en exprimant son étonnement face à toutes les nouvelles qui lui étaient parvenues concernant Zappé Gang. Le docteur a exprimé sa crainte que Zappé Gang ne soit devenu une cible à cause des actions de certaines personnes contre lui, mais Zappé Gang a répondu avec une grande confiance, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car la jalousie et l'envie accompagnent toujours les héros. Le docteur a souri et a dit que la rencontre fatidique que Zappé Gang avait eue devait être vraiment exceptionnelle. Sinon, il n'aurait pas changé aussi radicalement. Zappé Gang a ri et s'est souvenu de comment tout avait commencé, admettant qu'il était lui-même choqué par le résultat du duel et qu'il avait peut-être un peu exagéré. Le docteur l'a averti en disant que s'il avait perdu ce duel, le résultat aurait été catastrophique, d'autant plus que le vice-directeur Chae-yoon Sim-yong essayait clairement de se débarrasser de lui. Zappé Gang est resté silencieux pendant un moment et s'est souvenu de l'amère vérité en admettant à lui-même qu'il avait en fait déjà été expulsé dans sa vie antérieure.
il a commencé à se souvenir de sa vie passée avant de revenir dans le temps où il était incapable d'utiliser l'énergie interne et comment il a subi une défaite humiliante aux mains de Meilin Sun Daeok. Il s'est également souvenu de la façon dont son poste d'instructeur adjoint lui a été retiré, et il a été forcé de travailler dans des emplois humbles et dégradants. Incapable de supporter l'humiliation constante, il a finalement été forcé de quitter l'académie en disgrâce. Il a vécu une période d'égarement où il n'a pas pu obtenir un moyen de subsistance stable. Il a fini par être garde dans une agence d'escorte, un travail difficile qui exigeait de bonnes compétences de combat. Bien qu'il ait été incapable d'utiliser l'énergie interne, il a fait un grand effort pour maîtriser les arts martiaux et le combat physique, et il a été exposé à de nombreuses missions dangereuses, mais il est finalement devenu un garde de première classe. Il a passé plus de 10 ans à travailler comme garde, et pendant cette période, il a réussi à construire un vaste réseau de contacts et d'informations à travers les plaines centrales. Un jour, il a visité l'Académie du Printemps du Dragon pour revoir son ancien professeur Jin Baek. Mais la nuit de ce jour précis, quelque chose de très terrifiant et choquant s'est produit. Il a vu de ses propres yeux une scène horrible d'une bête démoniaque massive attaquant l'endroit, causant une grande destruction et une tragédie inoubliable. La scène est revenue au présent où sa gang parlait avec le docteur et a soudainement vu quelque chose qui l'a incité à jeter une pierre avec force au loin. Le docteur a été surpris par son action et lui a demandé pourquoi il avait jeté la pierre de cette façon. Sapegang a simplement répondu qu'il avait vu une vilaine grenouille et n'avait pas pu se contrôler. Le docteur a ri et a dit qu'il était surprenant que Sapegang, qui avait l'habitude de manger des grenouilles comme médicament dans son enfance, essayait maintenant de nuire à une grenouille innocente. La pierre a volé avec une grande vitesse vers un endroit entre les arbres et a directement frappé l'un des mercenaires qui se cachait et l'observait. L'un des mercenaires a demandé à son collègue, le numéro 7, s'il allait bien. Il a été à son tour surpris et en colère, disant que ce fou, c'est-à-dire Sapegang, lui avait soudainement jeté une pierre. Le mercenaire numéro 7 se demandait avec inquiétude si Sapegang avait réellement découvert leur présence, mais son collègue l'a rassuré, disant que s'il les avait vraiment découverts, il n'aurait pas agi de cette façon et que ce qui s'était passé n'était que de la malchance. Le mercenaire chauve, numéro 5, a regardé avec colère le mercenaire numéro 7 et lui a demandé avec déplaisir s'il remettait vraiment en question les techniques de furtivité du palais de l'ombre fantôme à cause d'un incident mineur comme celui-ci. Le mercenaire numéro 7 s'est senti effrayé et confus et s'est rapidement excusé, affirmant qu'il n'oserait pas le faire. Le mercenaire chauve lui a alors dit d'avoir plus confiance en ses compétences. Le chef des mercenaires a ordonné la surveillance continue de Sapegang alors qu'il était sur le chemin du retour vers sa résidence. Sapegang est retourné dans sa chambre, assis avec confiance et calme, pensant qu'il avait finalement sécurisé l'instructeur Seong-dan, Tanlisan et Yoon Wook-young. Il s'est senti satisfait que son premier objectif après son retour dans le temps ait été atteint, et il s'est demandé si le moment était vraiment venu d'amener ce personnage dans l'image. Il a commencé à se souvenir de ce personnage qu'il voulait invoquer, et il était sûr qu'il savait exactement où ils étaient à ce moment-là. Pendant ce temps, on a frappé à la porte de la chambre, alors Sapegang a dit à la personne à l'extérieur que la porte était ouverte et qu'elle pouvait entrer. Yoon Wook-young est entré dans la pièce, et Sapegang lui a dit avec un sourire qu'il s'attendait à son arrivée et pensait qu'il serait inquiet maintenant. Yoon Wook-young a demandé à Sapegang avec une expression tranchante et mécontente pourquoi il avait cette expression ennuyeuse sur son visage. Sapegang a souri calmement et sarcastiquement, se demandant ce qui amènerait un jeune maître du clan de l'épée dévastatrice Yoon à son humble demeure. Yoon Wook-young a semblé hésiter un instant en s'approchant de Sapegang sans rien dire. Puis il a finalement parlé et a mentionné le duel qui avait eu lieu plus tôt. Yoon Wook-young s'est souvenu de la façon dont Tanlisan manipulait les choses d'une manière maladroite mais précise avec chaque mouvement d'épée de base qu'il utilisait de la technique de l'épée du dragon céleste brisant le ciel. Il a admis qu'il avait initialement pensé que ce qui s'était passé était le résultat d'une seule semaine d'entraînement court, mais après une réflexion plus approfondie, il a constaté que ces mouvements n'étaient pas seulement des réponses fugaces, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Sapegang a regardé Yoon Wook-young avec un sourire et a dit que les mouvements de Tanli étaient comme s'il connaissait tous les mouvements et les chemins du style d'épée secret du clan Yoon. Avec une colère manifeste, Yoon Wook-young a interrogé Sapegang, l'accusant d'être celui qui avait enseigné à Tanli Jeon la technique de l'épée du dragon céleste brisant le ciel, et se demandant avec colère comment un étranger pouvait connaître les détails des techniques de son clan. Sapegang a répondu avec un sourire mystérieux et a dit, « Qui sait ?» se moquant sarcastiquement de la question de Yoon Wook-young. Yoon Wook-young a continué avec colère en expliquant à quel point les techniques de son clan étaient célèbres parmi les combattants de la communauté, mais il a affirmé que le niveau de connaissance de Tanli Jeon à leur sujet n'était pas superficiel du tout. Yoon Wook-young a continué à parler sérieusement, demandant à Sapegang s'il pensait vraiment qu'il ne pouvait pas distinguer la connaissance superficielle de la connaissance profonde et a confirmé qu'il aurait été très déçu s'il ne l'avait pas remarqué. Sapegang l'a interrompu fermement, lui disant d'arrêter d'essayer d'éluder la vérité. Il lui a dit d'être plus honnête s'il souhaitait vraiment être son disciple, soulignant que la vraie raison de sa visite était tout autre. Sa gang a expliqué que Yoon Wook-young est venu vérifier si Sapegang connaissait également les défauts du style de l'épée du dragon céleste brisant le ciel,
que Yoon Wook Yoon avait découvert lui-même. Sapegang a commencé à expliquer l'histoire de la technique de l'épée du dragon céleste brisant le ciel, clarifiant qu'elle avait été perfectionnée il y a des centaines d'années et transmise à travers les générations du clan Yoon comme une technique d'épée unique. Mais il a expliqué que malgré sa renommée et son grand développement, Yoon Wook Yoon, avec son intellect vif, avait découvert que cette technique n'était pas invincible et n'était pas sans faiblesse. Mais étant l'héritier du célèbre clan Yoon, Yoon Wook Yoon ne pouvait pas facilement l'admettre et a accusé ça de rabaisser les techniques de son clan. Sapegang a souri et lui a dit, « Pense comme tu veux, mais permets-moi de dire une seule chose. » Sapegang a ajouté d'un ton sérieux que le futur proche rendrait dénué de sens toutes les choses que les combattants considèrent comme sacrées, telles que la tradition, l'honneur, la noblesse et la réputation. Il a continué son discours en regardant avec un regard ferme et intense Yoon Wook Yoon, lui conseillant de ne penser qu'à une seule chose, devenir plus fort qu'il ne l'est maintenant. Il a continué son discours, lui conseillant de mettre de côté tout ce qui pourrait entraver son chemin vers son objectif de devenir plus fort sans aucune hésitation. Sapegang a terminé sa conversation de façon énigmatique et s'est levé pour partir, promettant qu'il parlerait de ce sujet plus en détail plus tard. Yoon Wook Yoon a accepté d'un ton sérieux, déclarant qu'il suivrait ses instincts pour l'instant avant d'ajouter avec une hésitation notable, disons simplement que c'est le cas. Sapegang a soudainement ramassé un oreiller en bois. Yoon Wook Yoon lui a demandé avec surprise pourquoi il le tenait, et Sapegang a répondu avec un sourire que ce n'était pas un problème, juste une grenouille ennuyeuse à l'extérieur. Dehors, sur le toit d'un bâtiment, le groupe de mercenaires observait l'académie la nuit avec précision et prudence. Ils se sont concentrés sur une personne spécifique à l'intérieur de l'académie, le docteur Jin Baek, le chef du pavillon de récupération. Le chef des mercenaires a expliqué que Jin Baek était un docteur ordinaire dans la région de Gansu, mais il a déménagé à l'académie il y a 5 ans et est devenu responsable du pavillon de récupération pour soigner les étudiants blessés. Un autre mercenaire a ajouté que bien que Jin Baek soit un docteur compétent, il n'avait pas d'antécédents martiaux distingués, et ils avaient enquêté sur lui parce qu'il était le plus proche de Sapegang, mais il semblait être juste un docteur ordinaire. Mais le chef de groupe a noté que l'histoire de Jin Baek semblait étrangement propre, ce qui a légèrement éveillé ses soupçons. Soudain, un mercenaire a remarqué son collègue, le numéro 7, et lui a demandé avec surprise pourquoi son expression avait l'air si étrange. Le mercenaire numéro 7 semblait hésitant et embarrassé alors qu'il essayait d'expliquer ce qui lui était arrivé, mais il ne pouvait pas parler clairement. Le mercenaire numéro 7 s'est souvenu des moments précédents où il avait reçu de puissants coups de choses que Sapegang avait jetés dans leur direction, ce qui avait causé de grandes coupures et ecchymoses sur son visage. Le chef des mercenaires a demandé s'ils étaient sûrs qu'ils n'avaient pas été découverts après ces incidents, ce à quoi le mercenaire chauve a répondu qu'il était certain que l'académie ignorait leur présence. Mais le mercenaire numéro 7 a exprimé de forts doutes, affirmant qu'il croyait qu'ils avaient déjà été découverts. Le chef a répondu sèchement, lui disant de ne pas douter des techniques de furtivité de leur clan, considérant que Sapegang pourrait juste avoir une mauvaise habitude de jeter des choses au hasard. Le chef a demandé au mercenaire numéro 7 d'endurer un peu plus longtemps, lui rappelant qu'il avait traversé pire. Le numéro 7 a faiblement acquiescé au bord des larmes. Le mercenaire numéro 7 a commencé à donner un avertissement à l'avance en disant que si quelque chose de similaire se reproduisait, il n'hésiterait pas à affronter Sapegang lui-même. Son collègue l'a rassuré en disant qu'il s'était maintenant éloigné un peu plus des résidences de l'académie, il était donc peu probable que de tels incidents se reproduisent. Mais le mercenaire numéro 7 est resté anxieux et s'est demandé sarcastiquement, et si Sapegang se réveillait soudainement et décidait de pratiquer le tir à l'arc sur eux. Son collègue lui a rapidement dit de se taire. Soudain, les mercenaires ont remarqué quelqu'un s'approcher et se sont dit de se cacher rapidement. Sapegang est soudainement apparu dans la zone, marchant calmement, se disant qu'il ressentait une forte envie de se soulager. Sapegang s'est tenu près des buissons, se disant à voix audible qu'il avait probablement bu trop de thé, ce qui a surpris les mercenaires cachés. Le mercenaire numéro 7 a été terrifié quand il s'est rendu compte que Sapegang était sur le point de se soulager au même endroit où il se cachait. Et en effet, Sapegang a commencé à se soulager sur le mercenaire numéro 7 qui était extrêmement terrifié. Le mercenaire numéro 7 s'est levé avec colère, criant et injuriant Sapegang avec une grande agitation. Mais Sapegang ne semblait pas du tout surpris par ce qui s'était passé. Au lieu de cela, il l'a regardé très calmement avec un doux sourire sur son visage. Sapegang est apparu sarcastiquement tenant une théière à la main et a demandé au mercenaire avec un sourire calme s'il voulait une tasse de thé. Le mercenaire numéro 7 est resté choqué et en colère, réalisant que ça était au courant de leur présence depuis le début et l'avait fait exprès. Le mercenaire a sorti son arme avec colère alors qu'il se précipitait vers Sapegang, le menaçant de mort. Mais Sapegang a contré l'attaque avec une extrême facilité en utilisant une puissante barrière magique pour bloquer l'attaque du mercenaire, ce qui a surpris ce dernier. Le mercenaire a ressenti un grand choc en voyant la barrière briser son arme sans aucun effort. Sapegang a répondu par une contre-attaque très rapide et violente, frappant résolument le mercenaire et le faisant tomber violemment au sol. Ça a souri d'une manière terrifiante et a dit, s'adressant au chef des mercenaires, « Ravi de enfin vous rencontrer.
Palais de l'ombre fantôme. Le mercenaire chauve numéro 5 a crié de terreur et d'inquiétude pour le mercenaire numéro 7 vaincu, tandis que Sapegang a commenté sarcastiquement qu'il méritait cela pour avoir mis son nez dans les affaires des autres. Sapegang s'est tourné avec un sourire sarcastique vers le reste des mercenaires et s'est adressé à eux en disant « Mes chers amis du Palais de l'ombre fantôme ». Mais le mercenaire numéro 5 a sorti son arme très rapidement alors qu'il se précipitait vers lui avec colère, le traitant de scélérat. Le chef des mercenaires a ordonné au numéro 5 de se replier immédiatement avant d'intervenir personnellement pour affronter Sapegang. Le chef des mercenaires s'est avancé vers Sapegang avec une salutation formelle, exprimant son étonnement qu'il ait réellement découvert leur présence. Sapeyang sourit avec assurance, confirmant son identité, et dit au chef qu'il devait être le chef de ces mercenaires grenouilles. Puis Sapeyang se moqua de lui, se demandant s'il était vraiment sage pour le mercenaire de révéler si clairement son identité devant la cible qu'il surveillait. Le chef des mercenaires répondit froidement et calmement, considérant que s'il le tuait ici, cela ne poserait aucun problème. Sari et lui demanda sarcastiquement s'il en était vraiment sûr et se demanda si la curiosité ne l'avait pas poussé à découvrir comment il savait toutes ces choses sur eux. Le chef répondit avec une colère calme qu'il le saurait bien assez tôt. Ça décida de commencer le combat sérieusement et menaça les mercenaires, disant qu'il leur couperait les membres un par un. Une immense énergie magique apparut de la main de Sapegang alors qu'il se préparait à commencer le vrai combat. Sapegang lança une puissante attaque magique en utilisant une lame de mana, qui s'affronta violemment avec les armes des mercenaires. L'échange d'attaques rapides et puissantes continua entre Sapegang et les mercenaires, où il était clair que le niveau de combat des deux côtés était très élevé. Sapeyang bloqua magistralement l'attaque des mercenaires avec son épée magique, prouvant des compétences de combat exceptionnellement élevées. Il sourit en disant « Pas si vite », indiquant clairement sa maîtrise totale de la situation. Le violent combat continua, et l'échange de coups entre eux se poursuivit intensément, les deux faisant preuve d'une force exceptionnelle. Sapegang remarqua que la puissance du chef des mercenaires, bien que pas aussi destructrice que celle d'Akojom, était extrêmement rapide, précise et mortelle. Il réalisa que la densité de l'énergie magique transportée par les attaques des chefs mercenaires était immense, et il ne pouvait pas continuer à les bloquer en utilisant seulement des barrières. Néanmoins, il se sentit excité en affirmant que c'était le type de combat qu'il préférait vraiment. Le combat s'arrêta quelques instants, et les deux parties se regardèrent prudemment tandis que le chef sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la puissance et le style de Sapegang. Le chef des mercenaires souligna que la puissance et le style que Sapegang utilisait étaient complètement différents des arts martiaux utilisés par les sectes orthodoxes. Il dit sérieusement que cette puissance n'aurait pas pu apparaître par hasard chez Sapegang, et il se demanda si cette puissance était bien des arts démoniaques. Sapegang répondit à l'accusation du chef des mercenaires et se moqua de l'affirmation, assurant que la secte démoniaque était tombée il y a de nombreuses années et que ce qu'il disait n'était que des bêtises. Il continua ensuite son discours, déclarant sans équivoque que cette puissance n'avait rien à voir avec les arts démoniaques, mais il admit que la puissance qu'il utilise n'était pas non plus des arts martiaux traditionnels. Le chef des mercenaires réalisa alors que Cao Pegang était un adversaire fort qui ne pouvait pas être facilement contrôlé, et il commença à se préparer à une attaque sérieuse, déclarant que bien qu'il n'y ait pas de rancune personnelle entre eux, il le tuerait. Le chef des mercenaires commença à exécuter les techniques du palais de l'ombre fantôme à pleine puissance, 100%, déclarant que tuer Sapegang était pour accomplir la mission du palais. Le chef des mercenaires lança une attaque très rapide et puissante vers Sapegang, qui eut un impact violent sur le sol. Sapegang regarda calmement et fut surpris lorsque les arbres furent touchés par les coups violents résultant de la puissance du chef des mercenaires, ce qui indiquait le danger de cette attaque. Le mercenaire commença à exécuter une technique de mouvement spéciale et exclusive appelée pas brisant l'âme, remplissant la zone d'une immense vitesse et d'une énergie destructrice. Les traits du chef apparurent alors qu'il se précipitait à très grande vitesse après avoir complètement caché sa présence, créant un état de confusion pour l'adversaire en raison de son mouvement très rapide. Dans ce moment critique de confusion, le chef des mercenaires lança une attaque mortelle et rapide qui ne pouvait pas être facilement remarquée ou vue. Sapegang fut soudainement touché par l'attaque, et son bras fut coupé. Mais il s'avéra que c'était une illusion créée par Sapegang. Le chef des mercenaires fut complètement surpris par la technique d'illusion et se retrouva face à une contre-attaque soudaine. Le chef des mercenaires reçut un coup direct et puissant de Sapegang qui le fit tomber au sol très rapidement. Le mercenaire chauve, numéro 5, fut surpris par ce qui arriva à son chef et cria d'alarme, appelant « Monsieur », alors que leur chef tombait au sol d'une manière humiliante. Le chef des mercenaires se releva avec difficulté, dans la douleur et avec des blessures visibles, et demanda à Ça avec colère comment il avait découvert si facilement leur emplacement. À ce moment, Sapegang utilisa un sort appelé Recherche, qui lui permit de voir les mercenaires avec une clarté parfaite confirmant qu'il pouvait les voir facilement. Sapegang avança vers les mercenaires tombés avec une grande confiance et un sarcasme et suggéra qu'ils aient une conversation plus profonde et plus sérieuse. Le chef des mercenaires fut surpris et se demanda qui était réellement Sapegang, puis arriva à la conclusion qu'il pourrait être lié au chef de la secte d'origine. Sapegang commença à parler de la secte d'origine, une secte secrète et mystérieuse qui n'apparaît jamais ouvertement dans les événements de la jungle,
et ses véritables objectifs sont complètement cachés. Sapegang mentionna un incident qui s'était produit il y a des décennies lorsqu'un génocide eut lieu ciblant les parents de sang direct et entraînant la mort du chef, un incident que la plupart des gens de la jungle n'avaient pas remarqué. Il expliqua que les seuls qui connaissaient la vérité sur ce qui s'était passé étaient ceux qui étaient nés et avaient grandi au sein de la secte d'origine et y étaient restés fidèles jusqu'à la fin. Sapegang révéla que les survivants de ce massacre réapparurent sous le nom de Palais de l'Ombre Fantôme, où ils recueillirent des informations de toute la jungle. Il souligna que le Palais de l'Ombre Fantôme est maintenant devenu une organisation de mercenaires de haut niveau qui s'occupe de toutes les tâches dangereuses et sales. Il expliqua que le véritable objectif du Palais de l'Ombre Fantôme est de faire revivre la secte d'origine tombée et que c'est la mission dont il parle toujours. Le chef des mercenaires fut complètement abasourdi par ce qu'il entendit de Sapegang et cria qu'il était impossible pour lui de connaître ces informations. Le chef continua en disant que la véritable histoire de la secte est considérée comme un secret de haut niveau qui n'a jamais été révélé depuis des décennies, se demandant comment Sapegang pouvait le savoir. Sapegang dit clairement indirectement que si les mercenaires effectuaient seulement 2 tâches pour lui, il leur donnerait les informations qu'il recherchait depuis longtemps. Le chef se sentit extrêmement en colère face à l'audace de Sapegang dans sa proposition et frappa sa main sur le sol en criant « Comment oses-tu dire de telles bêtises ?» Le chef des mercenaires commença à expliquer avec colère à Sapegang comment ils avaient passé 20 années complètes à errer dans les plaines centrales à la recherche d'un faible espoir, le tout pour leur mission secrète. Le chef des mercenaires cria avec une grande colère au visage de Sapegang en demandant s'ils comprenaient vraiment ce qu'ils avaient recherché pendant tout ce temps. Puis le chef des mercenaires révéla que leur véritable objectif était le sang de la secte d'origine. Sapegang répondit calmement et avec une confiance totale, expliquant qu'il s'agissait spécifiquement d'une lignée unique qui permet à son propriétaire d'hériter pleinement des arts martiaux spéciaux de la secte d'origine et que cette personne a une étrange marque de naissance sur son poignet gauche. Le chef des mercenaires fut très surpris parce que Sapegang connaissait cette information secrète, qui représentait le cœur de la renaissance de leur secte et la véritable raison de leur errance constante à sa recherche. Le chef des mercenaires affirma que même au sein du palais de l'ombre fantôme, seuls quelques-uns connaissaient ce secret, se demandant comment Sapegang pouvait connaître cette information dangereuse. Sapegang décida de mettre fin à la conversation et dit clairement au chef des mercenaires, « Ça suffit. Je ne t'en dirai pas plus que ça. Maintenant, choisis. » Sapegang continua son discours en souriant sarcastiquement et dit au chef qu'il devait accepter sa demande pour obtenir les informations ou passer le reste de sa vie à chasser et à surveiller les autres, puis le menaça indirectement de continuer le combat s'il le souhaitait. Le chef se sentit extrêmement confus et se tut en contemplant les choix difficiles que Sapegang lui avait présentés. Finalement, après une hésitation claire, le chef des mercenaires décida d'accepter la mission que Sapegang lui avait offerte. Mais le chef menaça clairement Sapegang que s'il découvrait qu'il les trompait, il lui ferait payer un prix très élevé. Sapegang sourit avec satisfaction et lui dit qu'il allait maintenant lui donner la première mission. La scène se déplaça vers un autre endroit où un groupe de personnes apparut couverts de leur propre sang, gémissant et souffrant de la gravité de leurs blessures. Au même endroit, une femme forte apparut, interrogeant et torturant sévèrement l'une des personnes tandis que l'homme la suppliait d'arrêter dans une grande douleur. La femme agrippa le visage de l'homme avec une grande force et utilisa une énergie étrange et effrayante pour le torturer, ce qui augmenta sa douleur. La femme continua à torturer l'homme cruellement et avec une extrême froideur, utilisant des techniques terrifiantes et effrayantes pour paralyser complètement son mouvement. L'identité de l'homme fut clairement révélée. Il était le vice-capitaine du gang Scorpion Noir connu sous le nom de démon du Point Destructeur Makwe. La femme expliqua avec une grande colère que cet homme et son gang avaient attaqué cet endroit il y a un mois, tué les hommes et violé toutes les femmes. La femme continua son discours, disant qu'elle avait été chargée par les femmes survivantes de s'assurer qu'ils soient tués, ce qui le terrifia grandement. L'homme essaya d'utiliser son énergie interne pour se défendre, mais il découvrit qu'il était complètement incapable de rassembler son énergie. L'homme fut extrêmement surpris alors qu'il se demandait avec terreur ce qui se passait, et il sentit sa force vitale interne s'estomper lentement sans raison apparente, ce qui le terrifia encore plus. L'homme commença à menacer la femme avec une colère et un désespoir clair, lui demandant si elle n'avait pas peur des conséquences de ses actes. Mais la femme ignora complètement ses menaces et lui dit avec une colère claire, « Je t'ai déjà dit que je suis le vice-capitaine du gang Scorpion Noir, espèce d'idiot. » Puis elle leva son arme pour en finir avec lui. La femme mit fin à la vie de l'homme avec un coup rapide et décisif, mettant complètement fin à sa souffrance. La femme se tenait calmement et avec assurance après la fin du combat et soupira un peu de fatigue. Puis un oiseau blanc vola vers elle à grande vitesse, un signe clair qu'elle recevait une nouvelle mission. La femme reçut un message de l'oiseau blanc et s'interrogea avec intérêt sur la prochaine mission qui lui avait été confiée. La femme lut le message avec concentration et découvrit que sa prochaine cible était Sapegang, un instructeur à l'Académie du Printemps du Dragon. La scène se déplaça vers l'Académie du Printemps du Dragon où Tan Lizang s'entraînait avec une grande intensité, criant fort pendant son entraînement. Sapegang s'approcha de lui et lui ordonna d'arrêter d'être tendu et de se détendre un peu, et il lui donna des instructions claires pour ajuster la position de son corps et de son bras pendant l'entraînement. Sapegang sembla agacé par la manière irrespectueuse dont l'un des disciples s'adressait à lui,
et il menaça en plaisantant de le frapper, mais le disciple lui demanda d'attendre et de l'écouter d'abord. Le disciple pointa sa main vers Yoon Wook-yoon, questionnant avec colère pourquoi Sapégan ne lui donnait aucune instruction, tandis que Yoon Wook-yoon semblait être inoccupé. Yoon Wook-yoon apparut sur le terrain d'entraînement, tenant son arme avec fermeté et concentration, mais en réalité, il semblait inactif ou ne rien faire. Sagang répondit froidement et calmement que Yoon Wook-yoon travaillait bien tout seul, ce qui surprit le disciple qui pensait que Yoon Wook-yoon ne faisait rien du tout. Sapégang frappa le disciple avec son bâton en guise de punition, tandis que le disciple ressentit de la douleur et se plaignit de la force du coup. Sapégang répondit sèchement qu'il devait arrêter de pleurnicher et se concentrer davantage sur son entraînement. Pendant ce temps, de l'autre côté, Yoon Wook-yoon était absorbé par l'entraînement interne et la concentration. Sapégang loua le talent exceptionnel de Yoon à lui-même, affirmant que s'il continuait ainsi, il atteindrait un niveau beaucoup plus élevé. Soudain, Tan Lijong s'approcha de Sapégang avec un appel timide disant « Maître, Zenya, Spherajoniem Velika Ibispa Kwayinistin le volise ». Sapégang lui demanda s'il avait terminé sa circulation d'énergie interne ou non, ce à quoi Tan Lijong répondit nerveusement qu'il ne l'avait pas fait et qu'il était encore très inquiet. Tan Lizang demanda avec une grande inquiétude s'il suffisait vraiment de suivre les instructions de Sapégang pour surmonter son problème. Sapégang répondit clairement qu'il n'y avait pas d'autre moyen que d'accumuler de l'énergie interne. Puis il plaisanta, disant qu'il n'y avait pas d'autre moyen à moins qu'il ne cache secrètement un élixir rare qui pourrait l'aider à surmonter son problème rapidement. Sapégang dit à Tan Lizang de continuer à s'entraîner à la circulation de l'énergie interne toute la journée, sauf pour les repas et le sommeil uniquement, et Tan Lizang acquiesça d'une voix faible. Sapégang réalisa que Tan Lizang se sentait sous pression et stressé à cause du duel approchant et qu'il était bien conscient que sa précédente victoire sur Yoon Wook-yoon était due à des astuces et non à une force réelle. Il nota pour lui-même que le problème de Tan Lizang ne pouvait pas être résolu immédiatement et qu'il y avait une question plus importante qu'il devait traiter maintenant. Sapégang pensa à lui-même, se demandant combien de jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait parlé avec les mercenaires et leur avait donné la mission. Son train de pensée fut interrompu par une voix l'appelant en disant « Instructeur Sagang », ce qui le fit se tourner rapidement pour voir qui l'appelait. Sapégang montra un léger agacement quand il vit qui l'appelait. La personne qui l'avait appelé était l'instructeur Jun Bo-yeong, qui le salua calmement, commentant l'expression faciale peu accueillante de Sapégang. Sapégang a répondu sèchement qu'il était occupé à former ses étudiants et ne voulait pas être dérangé, mais Dong Bo-young s'est fâché contre lui et l'a accusé de mentir, disant qu'il traînait depuis longtemps à ne rien faire. Dong Bo-young se souvient du jour où il a été témoin de la véritable puissance de Sapégang et a parlé avec colère et frustration, puis lui a ordonné directement de se rendre immédiatement dans le hall principal. Sapégang se dirigea vers le hall principal où le vice-directeur de l'académie, Chaeyeon Samyang, attendait de le rencontrer. Le vice-directeur Chaeyeon Simyong salua Sapyong et lui demanda comment allaient les choses. Sapyong répondit avec un large sourire, faisant semblant d'être heureux, disant que les choses allaient absolument merveilleusement et que la formation d'étudiants talentueux comme ceux-ci lui faisait ressentir la valeur d'être un premier instructeur chaque jour. Sapayagang ajouta que tout le mérite revient au vice-directeur pour avoir établi une excellente classe d'étudiants talentueux, ce qui a grandement plu au vice-directeur. Le vice-directeur a dit qu'il savait que les choses allaient bien avec lui, mais il a précisé que la Dragon Spring Academy est une académie d'arts martiaux affiliée à l'Alliance orthodoxe. Il a continué en disant que l'Alliance semblait inquiète de le voir devenir un premier instructeur malgré son manque d'expérience nécessaire. Sapégang répondit sarcastiquement, « Oh, et l'Alliance orthodoxe se soucie-t-elle vraiment d'un simple instructeur comme moi ?» Une femme l'interrompit soudainement, exigeant du respect, disant « Soyez respectueux, instructeur Sapégang ». Une jeune femme entra dans le hall et présenta ses excuses, disant qu'elle était désolée que l'Alliance orthodoxe ait envoyé un inspecteur spécial pour soutenir Sapégang dans son travail. La femme se présenta respectueusement et dit avec un sourire « Bienvenue, instructeur Sapégang ». Elle s'identifia comme Messe Olran et qu'elle était envoyée du département d'inspection de l'Alliance orthodoxe. Sapégang sembla stupéfait et figé sur place après avoir entendu ce que Messe Olran avait dit, ce qui l'amena à l'interpeller en questionnant « Instructeur ?» En raison de sa surprise face à sa réaction étrange, Sapégang s'excusa rapidement avec un large rire en utilisant l'excuse qu'il était captivé par la beauté de Messe Olran, ce qui la fit rire doucement et le remercia pour le compliment. Pendant ce temps, le vice-directeur de l'académie, Chaeyeon Simyong, a parlé sérieusement, expliquant que l'inspecteur Messe Olran est une experte en combat en pleine ascension dans l'Alliance orthodoxe et qu'elle a réussi à atteindre le sommet de la force de combat à un très jeune âge. Le vice-directeur a demandé à Sapégang de ne pas agir imprudemment, de faire de son mieux en tant que premier instructeur, et d'être prudent dans ses relations avec l'inspecteur Messe Olran, et de ne pas lui manquer de respect. Sapégang répondit avec une grande gaieté, assurant qu'il le ferait certainement, mais son expression changea alors pour révéler un grand sérieux. Plus tard, Sapégang rencontra le chef mercenaire dans un endroit isolé, et le chef dit qu'il allait maintenant lui dire les détails de sa première mission. Sapégang demanda au chef mercenaire s'il connaissait la célèbre assassin surnommée la jeune fille céleste voleuse d'âme. Le chef mercenaire répondit avec confusion et émerveillement que, bien sûr,
Il la connaissait, mais il ne comprenait pas pourquoi Sapei Gang avait soudainement mentionné son nom maintenant. Le chef commença à expliquer les détails de cette célèbre assassin, soulignant qu'elle est une tueuse professionnelle qui travaille seule sans affiliation ni compagnon, et elle est connue pour ne jamais manquer d'accomplir toute mission qui lui est confiée. Le chef continua son discours en déclarant qu'il ne l'avait pas rencontrée personnellement, mais que ses victimes étaient toujours retrouvées sans leurs âmes. Et il a également souligné les rumeurs décrivant sa beauté comme inégalée. Le chef mercenaire demanda avec une inquiétude évidente si la mission de Sao Pegan était de tuer 7 dangereux assassins, mais Sao Pegan répondit avec un sourire mystérieux confirmant que ce n'était pas l'objectif de la mission. Sa gang demanda au chef mercenaire de convoquer ici la jeune fille céleste voleuse d'âme à la Dragon Spring Academy. Le chef fut surpris par cette demande inattendue tandis que Sapei Gang continua d'expliquer précisément ce qu'il voulait, lui demandant d'informer le vice-directeur Chae Simyong que des circonstances imprévues l'avaient forcé à annuler la mission qu'il avait précédemment demandée. Le chef mercenaire fut extrêmement choqué par la demande de Sapei Gang d'annuler la mission et cria de surprise. Le chef se rendit au bureau du vice-directeur Chae Simyong pour l'informer de l'annulation de la mission, ce qui mit le vice-directeur en colère en raison de l'irresponsabilité du mercenaire et de son incapacité à l'informer plus tôt. Le chef mercenaire s'excusa sincèrement, affirmant que rien ne pouvait être fait car une urgence était survenue, et il proposa de trouver un remplaçant parfaitement approprié pour cette mission tout en indemnisant également le vice-directeur avec les frais de mission à titre d'excuse. Le chef mercenaire pensa avec inquiétude, se disant qu'il avait précédemment contacté la jeune fille céleste voleuse d'âme pour des missions passées, il était donc capable de la contacter à nouveau. Le chef se demanda avec une grande anxiété pourquoi Sapei Gang avait demandé la convocation d'une assassin professionnelle et dangereuse comme elle, expliquant qu'elle est une tueuse impitoyable qui ne manque jamais, et que peu importe la force de Sapei Gang, elle trouverait un moyen de le tuer. Sapei Gang sourit et demanda gaiement au chef s'il s'inquiétait pour lui, mais le chef mercenaire confirma qu'il était effectivement inquiet. Parce que si Sapei Gang mourait avant d'obtenir les informations qui lui avaient été promises, ce serait lui qui serait confronté au dilemme. Sapei Gang admit calmement que le chef avait raison de s'inquiéter et reconnut qu'elle était une femme très dangereuse. Sapei Gang conclut la scène avec un sourire calme, affirmant que ce danger était la principale raison pour laquelle il avait encore plus besoin de convoquer cet assassin. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.